En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti, comme le monsieur vient de le dire. Très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 15 août 2025. On est en plein milieu du mois. On commence cette semaine avec Jérôme Colombin pour faire le point sur l'actualité numérique marquante de la semaine. On va évidemment parler de GPT-5 et des polémiques autour de sa sortie, de ses performances. On va parler de la suspension temporaire de Grok et des tensions entre Elon Musk et Apple. Ensuite, on prend la direction du Québec où on revient par chez nous pour parler d'un projet majeur de câble sous-marin de fibre optique entre la Gaspésie et la Côte-Nord, une initiative de TELUS. Puis, on va parler d'une nouveauté qui arrive à Las Vegas. Il y a Paul Raphaël, cofondateur du studio Félix et Paul, et qui va nous présenter Interstellar Arc, une expérience immersive permanente en réalité mixte qui est inspirée des années de collaboration avec la NASA. Il va tout nous raconter ça, c'est assez impressionnant. On va poursuivre notre émission avec Vincent Dumoulin, qui lui est de chez Google DeepMind, qui nous parlera de la nouvelle version de Perch. Perch, c'est un outil de bioacoustique capable de détecter et analyser des sons de la nature pour aider à protéger des espèces menacées. On retrouvera aussi Catherine Dupont-Gagnon qui vient faire sa visite cette semaine pour nous parler de l'essor des applications de compagnons virtuels propulsés par l'IA, un sujet qui est à la fois fascinant mais aussi préoccupant en matière de protection des données personnelles. De Suisse, Thierry Weber va nous amener faire un tour dans les Alpes où l'intelligence artificielle se met au service de projets alliant innovation et préservation de la biodiversité. Stéphane Ricoul s'intéresse, lui, au double virtuel et aux implications éthiques et culturelles qu'il pourrait avoir dans notre quotidien si on utilisait les doubles virtuels. Et puis, Jean-François Poulin poursuit sa série sur Figma, cette fois avec une invitée directement issue de l'entreprise pour discuter des orientations stratégiques et de l'impact de l'IA sur leur outil. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Avant de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet, je tiens à remercier les gens de TELUS qui appuient cette semaine la production de Mon Carnet. Merci, c'est vraiment apprécié. Ça permet de faire l'émission que vous entendez. Et puis, comme d'habitude, je prends un moment pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Thierry Paul, Normand Belair, Michel Ouellette, Mario Poirier et Denis Robitaille. Merci à vous 5 et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute et de ce pas, nous nous dirigeons quelque part vers l'Europe pour aller rejoindre Jérôme Colombin. Et allez, c'est parti pour le débrief transatlantique en plein été. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin, à quelque part sur la planète. Oui, je suis au soleil Moi, cette semaine. Moi, je sais où tu te retrouves d'une fois à l'autre. Ouais, je suis en Grèce cette semaine. Je vais tout te dire. Voilà, tu sais tout. Je suis face à la mer. On va pas se plaindre. Ok. Et je suis ravi de te retrouver. Tu fais de quoi, des réflections technologiques, philosopho-technologiques? Absolument. Je viens prendre un peu de recul et de sérénité faire take a break in the rush, you know? Oh oui, tout à fait. Ouais, je te félicite. Non, c'est important de se ressourcer comme ça dans une ambiance calme et sereine. Mais l'actu ne s'arrête jamais et donc nous sommes là pour la raconter et si possible même la décrypter et en débattre pour nos auditeurs adorés. T'as vu cette belle intro, hein? C'est beau. C'est magnifique, hein? Bon, je te propose. On sent déjà le calme en toi. Oui, exactement. Je suis devenu philosophe depuis que je suis en Grèce. Bon, mais il faut qu'on parle d'intelligence artificielle. On a plein de sujets sur le feu. Et d'abord, alors, c'est quand même étonnant parce que la semaine dernière, on annonçait en fanfare la sortie de GPT-5. Et puis là, patatras, en fait, ça s'est très mal passé, si j'ai bien compris, pour OpenAI. Est-ce qu'on peut dire, d'après toi, qu'ils ont en quelque sorte raté leur lancement, puisqu'il y a énormément de critiques sur ce GPT-5? Ouais, et c'est bête, hein. Ils ont raté la sortie
Selon moi, tout simplement parce que il y a un exercice de communication qui a été mal fait. Pas nécessairement celui d'annoncer GPT-5 et pas nécessairement dans le GPT-5 lui-même, mais beaucoup plus sur le fait qu'il y a des gens, des apôtres de OpenAI, notamment sur Reddit, qui se sont sentis lésés parce qu'on a annoncé l'arrivée de GPT-5, mais on n'a jamais parlé du retrait de versions antérieures. Ouais. C'est là où il y a des gens qui se sont fait prendre de court parce que on prend ses habitudes. Hein. Moi, le premier, j'étais habitué de travailler avec certaines versions pour faire différentes choses. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec GPT-5. C'est tout. C'est tout. Dis-lui ce que tu veux et lui va réfléchir à quel outil, quelle version il va prendre. Alors évidemment, ça a pris beaucoup de gens de cours, puis c'est devenu tellement intrinsèque dans la vie de bien des gens que c'est presque comme si tu leur avais fait violence. Et là, ben la première réflexion qu'ils ont fait, puis la première communication qu'ils ont dit, bon, ben je me désabonne, je m'en vais utiliser autre chose. C'est pour te dire comment c'est devenu sensible cette histoire-là, comment les gens l'utilisent, ça devient personnel. Et là, ben ils ont dû pédaler et revenir en arrière. Ouais. Alors c'est amusant parce que tu dis que toi tu utilisais tous les différents modèles et donc tu fais partie de ces gens qui auraient pu être gênés par la disparition de GPT-4o, enfin toutes les versions. Et moi pas du tout. Moi c'était l'inverse. Moi franchement, je peux l'avouer. Je ne savais jamais quel modèle j'utilisais. Je prenais le modèle par défaut. Enfin, j'ai toujours pris le modèle par défaut. Et au contraire, je pensais que vraiment ce qu'on pouvait attendre et ce qu'il fallait attendre d'un chatbot comme ça, c'était que de ne pas avoir à se soucier de quel outil on va utiliser. C'est-à-dire que voilà, on va aller d'un point A à un point B. Moi, quand je prends un billet d'avion, en général, je regarde pas quel type d'avion c'est. Tu vois, je prends ce qu'on me donne. Alors parfois, tu as un peu des préférences, tu vois, quand l'actualité te montre des choses avec pas certaines compagnies, mais enfin avec certains constructeurs. Bref, non, mais je sais pas si l'exemple est bon, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc moi, j'étais pas concerné par ça. Après, bon, on peut comprendre que ça ait choqué certaines personnes. Donc, apparemment, OpenAI, même Sam Altman lui-même a pris la parole, il me semble, dans un Oui, ben, tout à fait. Ils ont communiqué ça a été habile. Là. Ouais. Ils ont fait de la gestion de crise et ils sont revenus en disant, bon, ben, on a compris le message, alors on va vous ramener les versions précédentes, mais seulement aux utilisateurs payeurs. Ça, c'est très habile aussi. Donc, ils vont peut-être obliger certaines personnes là, à s'abonner. Mais non, ouais, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient bien pris la balle au bon, mais ça a quand même fait de l'ombre à la sortie. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Il y avait déjà assez de travail pour s'assurer que ça allait pas coincer dans différents endroits. Mais somme toute, moi, je veux dire, ça fait une semaine que j'utilise GPT-5. Je suis assez content. Ben voilà, c'est ça. En fait, franchement, est-ce qu'il est meilleur ou est-ce qu'il est moins bon? Parce que ça aussi, ça a été évoqué, et c'est peut-être plus grave, c'est qu'il il a des défauts, il aurait des défauts. Alors moi, je les ai pas constatés, sauf une fois ou deux là. Il réécrivait des présentations d'épisodes de podcast, et il m'a inventé un invité. Et il m'a pris le prénom et il est allé me chercher un autre invité qui était pas le bon. Tu vois, alors qu'il travaillait à partir de la retranscription de l'épisode, donc c'est n'importe quoi. J'avais jamais eu ce problème-là. Et est-ce que il y a eu d'autres problèmes de ce genre? C'est surtout ça. Ça, c'est surprenant. C'est surprenant. Il faut pas en tirer de conclusion hâtive, mais il y a quand même eu des critiques sur le fait qu'il était pas forcément meilleur, déjà qu'il était plus long parce qu'il a ce mode qui s'appelle thinking, c'est-à-dire que il te dit ce qu'il va faire, il est plus profond par nature, donc c'est plus long, etc. Il y a une chose aussi que j'ai notée, Bruno, c'est que est-ce que tu as vu ces commentaires de gens? Et c'était un article dans The Verge, je crois, le site américain spécialisé. Des gens qui se plaignaient du fait qu'il était moins servile, il était moins courtois, il était moins brosse à reluire. Et en fait, on en parlait la semaine dernière, on s'était dit, c'est super, il va être moins flagorneur. Et c'est fou parce qu'il y a des gens, en fait, qui déplorent justement qu'il ait un ton plus neutre, parce qu'ils aimaient bien, en fait, se faire flatter par ChatGPT. Mais c'est exactement ça. Ils aimaient que ChatGPT leur dise « Oh, mais quelle formidable bonne question » et tout. Et tu leur enlèves ça, tu leur mets un truc beaucoup plus froid.
eh ben ils se sentaient abandonnés par Papa GPT, quoi, en fait. Ah, mais je veux revenir sur un truc que tu disais. Tu sais, quand tu disais que toi, tu étais un généraliste, là, tu utilisais la version par défaut et ça réglait ton affaire, j'ai l'impression, moi, qu'il y a énormément, si c'est pas dire la majorité des gens qui faisaient de la sorte, et ce qui faisait en sorte que on utilisait toujours le canif suisse, qui est très puissant pour faire des tâches qui auraient pu être faites par des modèles moins gourmands. Et j'ai lu à quelque part, mais je me souviens plus c'est où, mais c'est pas de moi, que GPT-5, dans le fond, c'est moins de l'innovation et quelque chose de mieux, mais c'est plus un outil qui sait gérer les requêtes, qui peut maintenant mieux gérer les outils et donc donner telle requête à tel outil en arrière. Là, évidemment, ça se fait de façon transparente et donc d'économiser en bout de ligne de l'énergie, du temps machine pour faire des tâches où on n'a pas besoin systématiquement du gros outil de GPT et que des petits outils derrière peuvent faire la tâche. Alors, j'avoue que ça, j'ai trouvé ça assez intelligent de leur part. Ben bien sûr, mais c'est ça qu'on attend d'un outil comme ça aujourd'hui. Enfin, moi, il me semble. Et on va pas se prendre la tête. Alors, pour certaines personnes, notamment, il y a des développeurs qui déploraient l'histoire des modèles, enfin, la disparition des modèles spécifiques. Mais sinon, voilà, moi, je pense que c'est ça. On attend le meilleur et au meilleur prix et au meilleur impact environnemental, en fait. Enfin, bref, ils ont, comme tu dis, ils ont rattrapé le coup. Je t'arrête tout de suite. Moi, je veux t'entendre sur un autre sujet pendant qu'on parle d'IA. Tu as vu cette semaine toute cette polémique autour de Grok qui a été débranché parce que, semble-t-il, il disait des bêtises? Oui, c'est un peu fou. Donc, effectivement, on a pu voir ça sur X. Tout d'un coup, Grok, qui est quand même l'IA maison, propriété d'Elon Musk, avec son compte suspendu comme n'importe quel internaute qui aurait dit des bêtises ou en tout cas qui aurait violé les règles du réseau social. Et alors, apparemment, c'est parce qu'il avait posté des messages. Alors, ça concerne évidemment, c'est un sujet qui est hyper chaud, qui est hyper douloureux. C'est la situation à Gaza. Donc, il aurait posté des tweets qui en gros n'étaient pas sur la ligne géopolitique américaine, qui évoquait la thèse du génocide à Gaza avec la complicité même des États-Unis, etc. Donc ça a suscité beaucoup de réprobation et au point que les gens de X sont intervenus. Et ils l'ont même débranché pour faire une espèce de mise à jour, un réalignement, comme on dit. Et alors ça, mais bon, il y a ce sujet. Et moi, ce que je trouve fou, c'est l'ampleur que ça a pris, et y compris dans la presse généraliste, où on a eu l'impression tout d'un coup que, eh bien oui, l'IA avait pris le pouvoir et que il fallait que les humains interviennent pour éviter qu'elle dise des choses qui déplaisent à certains humains, etc. Quand même. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est d'abord des articles dans la presse, mais la presse sérieuse, la presse française, Libération, Le Parisien, etc., où on insistait sur ce côté, encore une fois, sur l'idée de l'IA qui échappe à ses créateurs d'une certaine manière. Et je trouve que ça aussi, c'est révélateur parce que on sent que les auteurs de ces articles n'y croient pas forcément, mais c'est tellement sympathique de raconter des histoires où on parle d'IA qui échappe à leurs créateurs. Donc ça, premier truc. Mais franchement, on pourrait s'en passer de ce genre de papier en 2025. Je crois qu'il faut arrêter de fantasmer de cette manière. Et deuxièmement, aussi, ça révèle la confiance des utilisateurs de X qui n'arrêtent pas de poser des questions à Grok. Alors c'est parfait pour vérifier des données. Sauf que parfois ils sont déçus parce qu'en fait Grok va leur dire le contraire de ce qu'ils pensaient. Et à l'inverse, très souvent, en fait, ils sont confortés dans leur certitude parce que le problème c'est que c'est une IA, c'est pas quelqu'un, c'est pas une autorité qui dit la vérité vraie, et on sait pas exactement sur quoi elle se base pour dire telle ou telle chose. Souvent, ce qu'on constate, c'est quand même elle s'adapte au profil de la personne qui pose la question. Donc en gros, elles disent ce que tu as envie de dire. Mais voilà, c'est l'espèce de confiance qu'on fait, une confiance à outrance à cette créature qui n'en est pas une. Ouais. Et puis tu vois, parallèlement, il y a une autre IA qui a fait parler d'elle cette semaine dans ce contexte-là. Un des utilisateurs qui a été embêté, c'est Donald Trump lui-même, parce qu'avec son IA, là, True Search AI, qui est maintenant sur son réseau True Social, ils sont un peu embêtés
parce que là, l'IA dit plus du tout la même chose. A jamais dit la même chose que le président lui-même. Et donc, il y a des gens qui sont amusés à interroger True Search AI pour savoir différentes informations, en tout cas pour valider certaines informations. Et l'IA, de son côté, a dit, et contrairement à ce que Donald Trump affirme, que l'élection de 2020 n'avait pas été volée, que les tarifs douaniers sont une taxe pour les Américains et que Barack Obama bénéficiait de la meilleure cote de popularité parmi les présidents vivants. Genre de truc d'affirmation, évidemment, qu'on fait réagir Donald Trump et son entourage. Et j'ai bien hâte de voir combien de temps elle va encore rester branchée, cette IA-là, parce que j'ai l'impression que ça fait pas du tout l'affaire. Puis il faut savoir que c'est une technologie qui avait été développée par Perplexity. Alors j'ai l'impression qu'il y a des clients qui vont peut-être y repenser avant de faire affaire avec eux. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est la place que prennent ces outils, et notamment sur les réseaux sociaux. On l'avait pas forcément vu arriver. Et deux, l'espèce de trouble dans lequel ça plonge les utilisateurs, quels qu'ils soient. Donc c'est bon. Je pense qu'il faut prendre quand même un peu de recul par rapport à tout ça. Voilà. C'est très intéressant l'IA, y compris pour faire du fact-checking, mais il faut toujours prendre du recul. Il faut avoir ses propres connaissances pour comprendre. Savoir en gros comment dire, trier le bon grain de livret, on va dire. Dis-moi, en matière en ce qui concerne notre ami Elon Musk, puisqu'on est sur X, est-ce qu'on dit un mot de ce bras de fer, enfin en tout cas de ce torchon qui brûle entre Elon Musk et Tim Cook à propos justement de Grok sur l'App Store et de ChatGPT? En tout cas, ça tient les juristes occupés, parce que d'une part, il y a ces accusations qu'Elon Musk porte à Apple en disant que Apple favoriserait ChatGPT sur l'App Store. Bon, à quelque part, c'est aussi son partenaire d'affaires. Alors, j'imagine que ça serait pas innocent de le faire, mais enfin, c'est une accusation. Il va falloir que les faits soient prouvés. Mm-hmm. De leur côté, bien évidemment, Apple dément. Et là, cette semaine, officiellement, Elon Musk a dit qu'il allait poursuivre Apple pour justement qu'il cesse de favoriser ChatGPT. Mais pauvre Elon Musk, ChatGPT avec 700 millions d'utilisateurs et tous les médias de la planète qui ne cessent d'en parler, c'est sûr qu'il y a un intérêt par rapport à ChatGPT plutôt qu'à Grok qui a comme mauvaise presse. Alors là, il va falloir qu'il se fasse l'idée. Mais de l'autre côté, puis je fais une petite parenthèse, c'était Altman, le patron d'OpenAI, qui lui en a le ras-le-bol de se faire interpellé par Elon Musk, puis lui aussi a décidé d'aller en cours, mais de poursuivre Elon Musk pour harcèlement, autant dans ses déclarations sur X que des déclarations dans des médias. Alors, Musk, là, je pense qu'il va perdre un peu de son temps et de son attention avec des choses au palais de justice plutôt qu'à travailler sur ses propriétés, là. Ouais. Effectivement, c'est peut-être pas la priorité à faire. Enfin, bon, en tout cas, on voit qu'ils sont toujours un peu à couteau tiré, ces deux-là. C'est assez marrant. Et tiens, un mot à propos d'Apple, puisqu'on passe puisqu'on est un peu dans le sujet. C'est moins polémique comme sujet, mais je trouve que c'est assez intéressant. J'ai vu passer cette news cette semaine, selon laquelle Apple, qui on le sait, est très en retard en matière d'intelligence artificielle. Donc, il y a quelques déclarations, ou en tout cas des indiscrétions, toujours par les mêmes canaux, par Bloomberg, etc., qui laissent entendre qu'ils vont enfin se bouger les fesses, si je puis dire, pour faire un Siri qui ressemble à quelque chose, et qui soit vraiment intelligent. Et notamment, ce que voudrait Apple, c'est que Siri, donc l'IA, mais un Siri amélioré, puisse vraiment accéder aux applications qui sont installées sur l'iPhone, ce qui, du coup, forcément, lui donnerait beaucoup plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'on pourrait demander à son smartphone, fais telle et telle chose, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, si tu lui demandes, recherche tel morceau sur Spotify, quoi que ça, c'est un peu d'exemple, je pense qu'il arrive à le faire. Mais les interactions avec les applis sont pas très profondes. Et je pense que la clé est là. De la même manière que Steve Jobs avait eu l'intelligence d'intégrer Siri à iOS, maintenant il faut aller plus loin. Il faut que ça puisse rentrer à l'intérieur des applications, y compris des applications tierces. Oui, bien justement, mais tu as décrit parfaitement la situation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Siri est pleinement intégré dans tout ce qui est l'écosystème d'Apple, mais
une fois qu'on en sort, meilleur exemple, c'est essayer de faire une recherche sur YouTube, une recherche vocale à partir de séries, ça fonctionne pas. Essaye de faire, de commander quelque chose chez Uber Eats, ça fonctionne pas. Et pourquoi? Ben, parce que ça a toujours été chasse gardée et on permettait pas aux développeurs de faire des liens, d'utiliser des API qui auraient permis à Siri de rentrer et de carrément leur permettre une immersion dans l'écosystème de tiers. Mais là, avec son approche App Intense, c'est ça qui va être intéressant. Et j'ai hâte de voir, évidemment, probablement que tout le monde va vouloir embarquer là-dedans, mais j'ai hâte de voir si les gens vont l'utiliser. Parce que là, il y a le Siri qu'on connaît, il y a le Siri qu'on va connaître en septembre qui va nous être présenté, qui devrait être boosté au ChatGPT. Mais après, là, ce dont on est en train de parler, c'est carrément une version de Siri qui nous permet de placer le téléphone sur la table, de plus y toucher et de piloter son téléphone avec la voix. Et ça va être intéressant si ça se fait. Et moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on va voir ça en 2026, sinon en 2027. Mais c'est sûr que c'est une évolution, pas une innovation, là, mais c'est une évolution de l'interface machine. Oui, mais d'ailleurs, tu as fait un papier sur ton carnet cette semaine pour expliquer un peu juste cette espèce de robot. On parle de robot, mais en fait, ce serait plus un assistant dans un appareil connecté, comme il y a déjà chez Amazon Alexa, en fait, et qui pourrait répondre à toutes nos questions, etc. C'est vrai que c'est intéressant. Et merci pour tes exemples d'applications connectées à Siri qui sont beaucoup plus pertinents que les miens. C'est parce que j'ai écrit mon papier, j'ai eu le temps d'y penser. Voilà. Jérôme, avant que je te laisse repartir ton temps de réflexion en Grèce, là, je veux t'interpeller parce que c'est rare que tu fais ça. Et cette semaine, tu as publié une vidéo où tu parlais d'actualité qui concerne une personne avec qui tu travailles. Et je voulais t'entendre de vive voix. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de Luc Julia qui est interpellé par un YouTuber? Ouais, exactement. Voilà, puisqu'on est dans la continuité avec Siri, justement. Oui, c'est une vidéo d'un YouTuber qui est un véritable réquisitoire contre Luc Julia, une très longue vidéo d'1 heure, et qui démonte entièrement toute la personnalité médiatique de Luc Julia. Alors Luc Julia, effectivement, il intervient régulièrement dans Monde Numérique. Je le connais depuis longtemps, je l'ai souvent interviewé, et donc je me suis senti un peu, obligé d'une certaine manière de faire des mises au point parce que il y a des choses pas forcément inintéressantes dans cette vidéo, mais il y en a beaucoup qui sont très dérangeantes. D'abord, moi j'ai pas aimé ce genre de vidéo qui est vraiment ce que j'appellerais une vidéo style complotiste, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un reportage, c'est pas un reportage journalistique. On n'est pas allé voir qui que ce soit pour lui demander, pour le faire parler, pour l'interroger, pour en savoir plus. C'est juste, une vidéo de salon, comme font beaucoup de youtubeurs, en prenant des bouts. Voilà, c'est de l'éditorial. Alors, on prend des extraits d'émissions, des extraits de conférences. La vidéo est très bien faite, et ça, c'est le pouvoir des images. Des passages de livres qui sont soulignés, etc. Et on met tout ça bout à bout pour servir un argumentaire qui consiste à dégommer Luc Julia pour 2 raisons. Enfin, pour moi, j'en vois principalement 2. En fait, on lui reproche de pas être un vrai expert de l'intelligence artificielle générative, de pas être au top sur les LLM, sur ChatGPT, etc. Et deuxièmement, de ne pas avoir inventé Siri, de ne pas être l'inventeur officiel de Siri. Alors, sur ces 2 points, je réponds dans la vidéo, effectivement, pour expliquer que c'est vraiment pas si simple. C'est faux. Luc Julia peut, à mon sens, réellement être considéré comme co-créateur de Siri. Voilà. Et puis sur sa légitimité à parler d'intelligence artificielle, il y a aussi, il est totalement légitime pour parler de ça, de mon point de vue. Mais Luc Julia, c'est une grande gueule. Il a un style un peu rentre dedans, donc il est un peu moqueur, il est un peu second degré. Il faut le prendre au second degré. Donc, il t'explique, par exemple, que Geoffrey Hinton a pété une durite en se mettant à craindre l'intelligence artificielle. Il a des points de vue très tranchés. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et voilà. Et moi, je voulais un peu remettre un peu, expliquer un peu tout ça. Donc, la vidéo, bien sûr, elle est en ligne depuis pas très longtemps. Je m'attends à me faire un peu tuer par certains parce qu'en fait, derrière tout ça, tu sais, il faut le dire, c'est un peu le tribunal des réseaux sociaux, le tribunal des donneurs de leçons sur les réseaux sociaux qui s'est mis en branle. Où moi, j'ai reçu plein de messages où on m'a dit que c'était honteux, qu'il fallait arrêter de le faire intervenir, que
les médias devraient jamais lui accorder tout ce crédit. Tout ça sur la base d'une vidéo qui effectivement est convaincante quand tu la regardes, mais sans faire aucun effort de critique et de mise en perspective de cette vidéo, et en prenant tout au premier degré et en prenant tout au pied de la lettre, on en vient à faire le procès d'une personne, parce qu'il y a une personne humaine derrière ça, et je trouve que c'est totalement exagéré. Et non, Luc Julia n'est pas un imposteur, non, Luc Julia n'est pas un imbécile. Oui, il a bien participé à la création de Siri, et voilà, c'est tout ce que je voulais mettre dans cette vidéo. Il y a une réalité aussi, c'est qu'il s'est un peu heurté à, on va dire, le lobby des inquiets de l'IA. Hein. Il y a voilà, il y a de plus en plus de gens qui disent que l'intelligence artificielle est dangereuse, pourrait vraiment. On a le droit de penser ça, c'est pas le sujet. Mais en revanche, quand on vient les critiquer, et c'est ce qu'a fait Luc Julia, eh bien, ça se passe très mal, et c'est un peu la réaction, et c'est le coup de pied de l'âne, comme on dit. C'est une expression française que j'aime bien. Ouais, merci pour cette explication. Puis moi, j'invite les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par le personnage ou de le découvrir, de prendre le temps d'aller sur un des réseaux sociaux où tu publies et de prendre le temps de regarder la vidéo. C'est bien fait. Et justement, ça remet les choses en place. Merci d'avoir fait cette mise au point concernant Luc Julia. Merci à toi, Bruno. Tu sais que je suis vraiment pas d'un naturel combatif et agressif et polémiste. En combatif, oui, mais des polémiques, non. Non, voilà, c'est pas trop mon genre. Donc, mais là, il fallait que je fasse quelque chose. Tu veux pas savoir ce que j'ai dans mon émission cette semaine, par contre? Parce que ça t'intéresse pas? Une émission? Oui, c'est la dernière. Oui, je veux savoir ce qu'il y a dedans. C'est la dernière de la saison. La der des der. La der des der, parce que la semaine prochaine, je décroche la semaine prochaine, pour de vrai. Me semblait aussi. Je décroche cette semaine. Voilà, et donc je ne pourrai pas faire d'émission la semaine prochaine. Donc on se retrouvera pas la semaine prochaine. Non, cette semaine, c'est encore des rediffusions d'été, les meilleures interviews de monde numérique. Et on parle évidemment d'intelligence artificielle, ça ne te surprendra pas. Donc, juste après notre entretien, c'est l'occasion de réécouter Arnaud Fournier, le directeur d'OpenAI France, qui nous parle de ChatGPT, de la philosophie de ChatGPT, à quoi ça sert et où ça va. On parle d'IA également avec un autre Français qui est Clément Delangue, le cofondateur de Hugging Face, la plateforme qui accueille des modèles d'IA en open source. Donc c'est une toute autre philosophie de l'intelligence artificielle. C'est une autre vision du truc. Et puis on parle d'IA très pratique avec Marjolaine Grondin, qui est une entrepreneure française et qui nous raconte c'est un retour d'expérience sur son utilisation au quotidien des outils d'intelligence artificielle, à la fois pour des activités personnelles et professionnelles. Et c'est un épisode qui avait beaucoup plu à mes auditeurs, donc je le rediffuse. Donc version courte dans l'hebdo cette semaine, et puis les interviews en version longue sur le fil du podcast Monde Numérique la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette édition de cette semaine. Et puis donc, pause la semaine prochaine. Voilà. Pause la semaine prochaine. On fait un vrai break, mais on se retrouvera la semaine d'après, hein, bien sûr, mon cher Bruno. Et puis encore presque la rentrée, là. C'est presque la rentrée, tout à fait. Donc je te propose qu'on reparte de plus belle avec une nouvelle saison du débrief transatlantique à partir de septembre. Bon, en attendant, va remettre les batteries à full, comme tu dirais. Voilà, là je décroche, je vais me reposer. Ça parle dans 2 semaines. Salut à toi et à tes auditeurs, Bruno. Ciao, ciao. Allez, salut, bye. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Je vous amène quelque part sur le fleuve Saint-Laurent entre la Côte-Nord et la Gaspésie parce que c'est là que TELUS va installer un nouveau câble de fibre optique sous-marin pour relier les deux rives. Long de 124 km, ce lien vise à améliorer la fiabilité des télécommunications grâce à une redondance essentielle pour les services d'urgence et la vie économique locale. Le déploiement est prévu pour cet automne pour une mise en service d'ici la fin de l'année. Pour nous en parler, on va aller rejoindre Nazim Benadid, qui est chef des services technologie chez TELUS. Bonjour Nazim Benadid. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous demander d'abord de nous présenter, c'est quoi exactement ce projet de câble entre la Gaspésie et la Côte-Nord? En fait, il s'agit d'un projet de câble de fibre optique sous-marin qui reliera de Sept-Îles à Sainte-Anne-des-Monts sur une longueur de 124 km. C'est un nouveau lien à la fine pointe de la technologie dont l'objectif principal, c'est de bonifier la fiabilité des services de télécommunications sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord grâce à une redondance améliorée.
C'est un projet qui est réalisé grâce à un investissement conjoint de TELUS et du gouvernement fédéral de 20 millions de dollars. C'est un projet auquel on a commencé à penser, disons, il y a une quinzaine d'années, puis qui a pris du temps à se mettre en place, mais qui est très, très important pour les communautés locales, en particulier en ce qui concerne les services d'urgence, parce que en situation d'urgence, une communication fiable peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Vous me dites, ça fait 15 ans que vous travaillez sur le dossier, là, mais pourquoi c'est devenu crucial maintenant de créer cette redondance-là entre la Côte-Nord et la Rive-Sud? En fait, c'est crucial parce que la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord sont servies par une seule route de fibre qui passe par la route 138. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements qui mettent en danger cette route unique, que ce soit des événements climatiques, érosion des berges de la route 138, des accidents de véhicules et ainsi de suite. Puis à chaque fois qu'il y a une coupure sur cette route, ben, les communautés se retrouvent isolées. C'est sûr qu'on est capable de protéger certains services de voie, le 911, à travers des liens micro-ondes qu'on a mis en place il y a plus que 20 ans. Mais avec le temps, la quantité de données, de trafic qui est consommé augmente et donc on atteint la limite de ces réseaux par micro-ondes. Donc, comme je vous dis, dans le cadre de notre processus de planification, on a commencé à y penser il y a 15 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a exploré de très, très nombreuses options, que ce soit en passant par l'Est, par le Nord. Puis vraiment, la meilleure option, c'était un câble sous-marin entre cette île et Saint-Anne-des-Monts. Puis le projet a été lancé en 2022, le temps de faire toutes les consultations, approbations et ainsi de suite. Puis là, on est prêt à déployer, on va dire, à l'automne, autour du mois de novembre. Puis si tout se passe bien, d'ici la fin de l'année, ça sera en service. Est-ce qu'il y en a beaucoup de câbles sous-marins au Québec? Ben, nous, on en a deux autres qui sont plus à l'ouest dans le fleuve. Par exemple, Baie-Comeau est protégé par un câble sous-marin. Il y en a un qui est un petit peu plus à l'ouest également. Mais ça reste quand même, disons, il y a des avantages et des inconvénients à faire des câbles sous-marins. Autant que faire se peut, on préfère faire de la protection sur des routes terrestres. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment la meilleure option, on va dire. Ouais, je suis curieux. C'est quoi le désavantage de faire des câbles sous-marins? Au niveau de l'entretien, par exemple, ah, ben oui, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus compliqué. Quand il y a des bris, ça prend du temps, ça prend de l'équipement très, très spécialisé pour pouvoir réparer. On avait eu, je me souviens plus, il y a peut-être 10 ans, une coupure à Noël sur un de nos câbles sous-marins. Il a fallu faire venir un bateau d'Amérique du Sud. Ça prend des bateaux hyper spécialisés avec 4 moteurs rotatifs placés par GPS et ainsi de suite. Donc, mais dans ce cas-ci, ce câble-ci, c'est un câble qu'on prévoit d'enfouir sur la majorité du tracé. C'est un câble qui est fait de manière à être résistant au gel, au courant et ainsi de suite. Ce qui fait que nous, on s'attend qu'on aura très, très peu d'occasions où on devra faire des réparations. Restons sur le plan technique. Ça a été quoi les principaux défis associés à l'installation d'un câble comme celui-là? Des choses pour lesquelles on se prépare, bon, c'est vraiment, il y a tout un côté équipement, donc il faut avoir le bon type de bateau qui est disponible. Dans ce cas-ci, on veut l'enfouir, donc il y a un petit côté technique avec une charrue qui va passer à travers le fleuve. Il y a une topographie différente, il y a des hauts fonds, des bas fonds, donc il faut passer à travers tout ça. Faut que la fibre, le type de fibre en tant que tel, comme je vous disais, faut que ce soit résistant au gel, résistant au mouvement autant que faire se peut, parce que il faut éviter tous les phénomènes de distorsion physique sur la fibre pour maintenir vraiment la qualité des signaux. Et puis, on a eu la chance, ou l'opportunité de travailler avec une compagnie du Québec qui s'appelle IT Télécom, qui se spécialise dans tout ce qui est câbles sous-marins, installation, réparation, ingénierie et ainsi de suite, qui ont un très, très beau savoir-faire. Puis, entre notre équipe et la leur, on pense qu'on arrive à un design optimal, on va dire ça comme ça. Pour arriver à surmonter tous ces défis-là, est-ce que vous utilisez des technologies ou des innovations particulières qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais été utilisées au pays? Ben, le type de câble qu'on déploie, c'est un câble qu'on voit pas souvent, qui commence à apparaître, surtout maintenant que on commence à regarder pour construire dans des environnements arctiques ou très froids comme on a au Saint-Laurent, sur le Saint-Laurent avec de la glace en hiver et ainsi de suite. Donc, c'est un type de câble qui est résistant à ce genre de choses, résistant aux marées.
et ainsi de suite. Au niveau du déploiement, pareil, comme je vous disais, des câbles enfouis sur une longue distance comme ça, c'est relativement rare. Les coûts de déploiement sont un petit peu plus élevés, mais à long terme, c'est meilleur. Il y a eu des cas en Colombie-Britannique de câbles opérés par d'autres, pas par TELUS, où le câble est tous les 2 ans endommagé par les phénomènes de marée et ainsi de suite. Puis ça met les communautés extrêmement à risque. Donc nous, on s'est vraiment concentré sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça soit fiable et robuste au moment où on en a le plus besoin. Aller réparer à Noël avec l'aide d'un brise-glace et ainsi de suite, ça rend les choses extrêmement compliquées. Vous parlez des communautés. Et comment vous travaillez avec les communautés locales? Je pense notamment aux pêcheurs puis aux Premières Nations pour limiter les impacts au niveau de l'environnement ou de l'économie par rapport à ce projet-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pleinement collaboré avec le processus de consultation mené par Transport Canada depuis février 2022. C'est sûr que quand on fait ce genre de déploiement, il y a énormément de communautés et d'organismes d'impliqués. Bon, il y a Transport Canada, Pêche et Océan Canada, Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, dans ce cas-ci, la municipalité de Sept-Îles, les communautés de pêcheurs et ainsi de suite, et toutes les communautés locales, ainsi que les Premières Nations. Puis ce qu'on a fait, c'est vraiment, ou ce que Transport Canada facilite, puis nous aussi, c'est de rencontrer les groupes de pêcheurs, les communautés, expliquer le projet, expliquer les bénéfices pour le public, mais également les bénéfices pour les communautés en tant que telles, parce que en termes de développement économique, d'avoir une connectivité qui est fiable en tout temps, c'est très important. C'est non seulement un facteur de souveraineté quand on construit un grand pays comme le nôtre, mais également un facteur de développement économique. Puis on prend le feedback, puis on essaye autant que faire se peut d'adapter le trajet, puis également, dans ce cas-ci, on enfuit parce qu'on veut éviter des cas où, par exemple, où un pêcheur jette l'ancre, remonte leur ancre, endommage le câble et ainsi de suite. Donc, vraiment, on a tenu compte des points pratiques. Qui ont été soulevés. Oui, des meilleures pratiques, mais également des inquiétudes des communautés. Ouais. Puis de l'autre côté, parce que ça marque quand même l'imagination d'enfouir un câble comme ça dans le fond du fleuve, j'imagine que vous avez pris les moyens de protéger la faune marine dans le coin. Absolument. Donc, le moment où on le fait, à l'automne, donc on évite la période estivale, qui est une période où il y a une présence accrue de mammifères marins dans le fleuve. On évite l'été également, qui aurait été le moment idéal pour faire ce genre de choses, parce que il y a le trafic maritime sur le fleuve est actif, que ce soit plaisancier ou économique. Puis on a travaillé vraiment avec Pêche et Océan Canada pour connaître le meilleur moment pour minimiser les impacts qu'on peut avoir sur la faune et la flore locale. Ce projet-là, comment ça s'inscrit dans la vision plus large de TELUS pour développer les régions éloignées au Québec? En fait, la première des choses, c'est qu'on a investi énormément pour amener de l'Internet haute vitesse pratiquement partout sur les territoires où on sert, que ce soit nous-mêmes ou en partenariat avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et ainsi de suite. En parallèle, on regarde également les projets qu'on appelle stratégiques. Dans ce cas-ci, on regarde la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, région très importante, que ce soit dans la génération d'électricité, d'énergie, minier, l'hôpital de Sept-Îles qui dessert une très grande région et ainsi de suite. Puis on se pose la question, quel est l'impact sur ces communautés-là d'avoir une fois par année une coupure de service sur tous les points de vue. Puis on identifie donc c'est un projet stratégique, puis on regarde les modèles de financement, le timing et ainsi de suite. Mais de la même manière, on fait le même genre d'analyse partout au Canada et partout au Québec pour dire quels sont les investissements qu'on pourrait faire pour améliorer robustesse, fiabilité, souveraineté, puis vraiment bâtir le pays, comme on dit. Puis c'est très, très aligné également avec tous les objectifs du gouvernement fédéral en termes de connectivité nationale, infrastructure numérique et ainsi de suite. Quand on regarde, on a fait une annonce, par exemple, d'un centre d'intelligence artificielle souverain à Rimouski pour s'assurer que en fait, on se dit, si quelqu'un pense à un investissement sur la Côte-Nord, il va se poser la question, est-ce que mon service va être disponible tout le temps, et ainsi de suite. De la même manière, plus globalement, on s'est engagé à investir plus de 70 milliards de dollars d'ici 2029 nationalement. Puis, on a plusieurs projets d'infrastructure sur la Côte-Nord. Par exemple,
en collaboration avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour couvrir des trous de couverture sur la route 138. On a construit 3 sites cellulaires, on prévoit en faire 7 de plus d'ici 2026. Donc, on essaye vraiment, à l'intérieur de notre plan de planification stratégique, de fermer les nouveaux besoins qui apparaissent à cause des changements climatiques, mais également à cause du fait que la connectivité devient de plus en plus importante. C'est comme l'analogie qu'on donne, c'est de dire, s'il y a une seule route pour se rendre à un hôpital, quand il y a un accident, cette route est bloquée, puis tout le monde est bloqué. Fait qu'on essaie toujours d'avoir des chemins alternatifs, puis on y pense vraiment de cette manière-ci. On parle beaucoup du projet en tant que tel, du câble sous-marin, mais concrètement, pour les citoyens de Blanc-Sablon, d'Havre-Saint-Pierre, de cette île, ça va changer quoi dans leur quotidien numérique, ça? Ça va changer du point de vue qu'ils vont avoir accès à leurs services, les citoyens, les premiers répondants, les services d'urgence, les entreprises, en tout temps. Contrairement à maintenant où ils sont vraiment à la merci d'incendies, tempêtes. Vous savez, on a des tempêtes de verglas au Québec, ça impacte tous les réseaux aériens. Donc, on dit réseau aérien quand c'est de la fibre est déployée sur tes poteaux. La route 138, en partie, c'est de l'aérien, donc c'est plus fragile, on va dire, au plus incendie, tempête de verglas, accident de véhicule, ça arrive aussi qu'on ait des coupures de fibres. Puis ça nous prend du temps pour réparer 5, 6, 7, 8 heures pour pouvoir réparer, dépendamment de l'étendue des dégâts, dépendamment de est-ce que l'endroit est accessible ou pas, s'il y a un incendie ou une tempête de verglas. Là, ça fait en sorte qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de ça. Là, ils peuvent vraiment bâtir leur plan de vie et leur plan d'affaires en supposant qu'ils vont avoir accès à leurs services en tout temps. Est-ce que ce type d'infrastructure-là, ça pourrait servir ailleurs, dans des régions isolées du pays? Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on fait à travers notre territoire. On a, avec le temps, construit ce genre de boucle de redondance. On a une liste de communautés qui sont, avec le temps, plus susceptibles aux événements climatiques externes. On regarde, par exemple, en Colombie-Britannique, les incendies de forêt font énormément de dommages chaque année. Donc, dans le cadre de notre planification stratégique, il y a des tracés comme ça qu'on prévoit. Il y en a certains qu'on a réalisés, puis on continue à en réaliser un petit peu chaque année, puis en fonction de... On utilise des modèles climatiques pour essayer de projeter sur 10 ans les risques sur nos infrastructures, puis on essaye avec le temps d'accommoder ça. Nazim, en terminant, c'est quoi les prochaines étapes pour la mise en service du câble? Donc, nous, on prévoit, bien sûr, ces sujets à changement, mais tout se passe bien en termes de climat, le temps et ainsi de suite, de commencer vers novembre la pose du câble. Ça devrait prendre environ 10 jours. Et après ça, la mise en service, nos équipements optiques connectent ce câble-là. Puis, normalement, d'ici la fin de l'année, ça devrait être en service. Nazim Benadi, vous êtes chef des services technologiques chez TELUS. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'est vraiment fascinant de savoir qu'il y a un projet comme ça qui se passe à côté de chez nous. On parle toujours de ce qui est en train de se passer ailleurs, mais de savoir qu'il y a un câble comme ça qui va relier la Gaspésie à cette île, c'est une bonne nouvelle pour les gens de part et d'autre du fleuve. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Maintenant, direction Las Vegas, parce que c'est là que le studio Félix et Paul se prépare à lancer Interstellar Arc, une nouvelle expérience immersive en réalité mixte qui invite le public à embarquer pour un voyage interstellaire, comme l'indique le titre, dans un lieu conçu sur mesure, le tout à l'échelle d'une production permanente. Pour nous en parler, on va aller rejoindre un des cofondateurs du studio Félix et Paul et chef d'innovation du studio. Bonjour Paul Raphaël. Bonjour. Paul, si je vous demandais de décrire l'expérience d'Interstellar Arc à quelqu'un qui n'a jamais vécu d'expérience immersive en réalité mixte, ça ressemble à quoi? Ben écoute, c'est un projet qu'on a designé à la base pour être une expérience de présence du moment que tu entends parler du spectacle. En fait, on n'en parle même pas comme un spectacle, on en parle comme un voyage. On te vend un billet, en fait, pour un voyage interstellaire. Et c'est vraiment du moment que tu vas sur le site, tu t'achètes ton billet, tu te pointes à un spatioport. C'est pas un venue de spectacle, c'est un spatioport.
Ça va ressembler, il va y avoir des gros écrans de départ de différents vols. On va t'asseoir dans une chaise, on va te passer le casque et la prochaine chose que tu réalises, tu es dans un sommeil cryogénique pour 262 années et tu te réveilles à bord d'un vaisseau qui est en train de faire son approche finale vers une exoplanète à 11 années-lumière de la Terre. Quand on pense à la conception, qu'est-ce qui distingue cet événement-là, cette installation-là, des autres grands projets que vous avez faits jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est donc majoritairement notre studio a créé des expériences en réalité virtuelle cinématographique qui étaient disponibles sur les casques, sur les diverses plateformes à la maison. On a sorti un premier spectacle qu'on appelle Location Based, donc en présentiel il y a quelques années, qui s'appelle encore, qui est encore en tournée Space Explorers de l'Infini, qui a été à Montréal 2 fois et qui se promène un peu partout sur la planète. Donc, c'est un spectacle où plus de 160 personnes à la fois pouvaient se promener dans un espace d'à peu près 10 000 pieds carrés et visiter la Station spatiale internationale virtuellement. Et donc, on s'est inspiré de ce modèle, de ce format qui, pour nous, était vraiment une découverte qui a changé le parcours de notre studio. On s'est dit que ça serait vraiment notre focus principal. On crée encore des expériences cinématographiques pour la maison, mais vraiment, on est tombé amoureux de ce format où on peut ouvrir notre expérience en fait, tout le monde, c'est pas juste le monde qui ont des casques, c'est n'importe qui peut acheter un billet et aller voir ces expériences. Donc, on s'est basé sur ce format. Cette fois-ci, avec l'expérience d'en avoir fait une, alors qu'on n'en avait jamais fait avant. Et cette fois-ci, on s'est dit, bon, ça fait des années qu'on gravite autour du sujet de l'espace. C'était notre série Space Explorers qui a commencé comme un documentaire sur la Terre, qui est éventuellement devenu un documentaire dans l'espace, sur la station spatiale, qui est devenu ce spectacle. Donc, ça fait à peu près 8 ans qu'on explore ce sujet. Et on s'est dit que cette fois-ci, on aimerait explorer, en fait, le cœur de pourquoi on fait ça. C'est vraiment l'impulsion de l'exploration qui est au cœur en fait, des humains depuis avant qu'on ait même des humains, qui nous pousse à explorer l'inconnu, simplement. Donc, l'espace, tout ce qui est exploration spatiale, c'est une de ces frontières qu'on explore incessamment. Et pour nous, on s'est dit, bon, mettons en focus un futur probable de la continuation de cette exploration. Donc, on s'est donné une liberté d'imaginer où tout cela pourrait s'en aller. Donc, c'est une histoire qui se passe entre 2 et 600 ans dans le futur. Je dis entre 2 et 600 parce que l'histoire commence dans le futur et puis il y a un voyage interstellaire et donc c'est assez c'est basé sur de la science, mais c'est sûr que quand on se projette loin comme ça, il y a un aspect d'imaginaire aussi. Jusqu'à maintenant, si on compare à l'expérience qu'on a pu vivre à Montréal, d'aller visiter la Station spatiale internationale, ça, c'était une chose, puis vous arrivez à l'adapter à différents lieux. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu comme Céline Dion avec son Colisée à Las Vegas. Vous arrivez avec un lieu qui est pour vous, qui est pour le spectacle. Le spectacle ou l'expérience, ça ajoute à ce que vous donnez comme expérience. Exactement. Donc, on a vraiment designé un spatioport. Donc, ça, à la base, on voulait vraiment que l'histoire se raconte avant même qu'on rentre dans l'immeuble. Et ça, ce serait difficile s'il fallait à chaque quelques mois tout pacter les boîtes, puis shipper ça et rebâtir le spatioport. Donc ça, c'était une des raisons. Ensuite, l'expérience elle-même, elle a été bâtie d'une manière... en fait, c'est un peu... une condition pour ce spectacle d'avoir un volume vraiment précisément à peu près de 10 000 pieds carrés qui ne peut pas vraiment changer de forme. La raison pour ça, c'est que
on fait un genre de trucage de l'espace-temps. Quand on se promène là-dedans, on plie l'espace un peu comme de l'origami sans que les gens s'en rendent compte. Donc, quand on est dans son casque, on a l'impression, pour la majorité du spectacle, d'être dans une gigantesque centrifuge. Donc, vous savez, comme dans l'Odyssée de l'espace, un espace qui est comme un cylindre dans lequel on défie la gravité en marchant dans une grande roue. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'un assez grand espace pour permettre de plier l'espace de façon assez subtilement pour qu'on s'en rende pas compte. Quand on a l'impression de marcher en ligne droite, mais en fait, on marche en rond. Je simplifie un peu l'affaire. Donc, si l'espace est trop petit ou une autre forme, l'illusion ne fonctionne pas. Je reste à Las Vegas parce que j'imagine qu'il n'y a pas de hasard pour avoir choisi Las Vegas. Particulièrement, l'endroit où vous allez, c'est Area 15. Est-ce que cet endroit-là vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire ailleurs? Après avoir décidé de faire un spectacle qui est plus résident qu'itinérant, là, il fallait choisir un endroit. Et donc, on a exploré plusieurs villes, plusieurs endroits. Et finalement, ce que ça nous prend, c'est un point d'attraction. Donc, quelque part où il y a déjà du trafic, où les gens, en fait, il faut que les gens puissent, par exemple, Area 15 est déjà reconnu comme étant une espèce de district du storytelling immersif. Un peu particulier. C'est ça. Et là, quand on a appris qu'ils ouvraient un deuxième district, et qu'en plus, ce district allait s'appeler le Terminal, on s'est dit, bon, ça va sûrement marcher. Fait qu'on a commencé des discussions avec eux et ça a cliqué dès le départ. Et donc, nous voici à quelques mois maintenant d'ouvrir. On est en train de finaliser l'immeuble. Donc, vu l'immeuble est en train d'être bâti, on va être les premiers à l'occuper pour, si tout va bien, une dizaine d'années. Donc, on finalise l'immeuble à nos spécifications. Donc, c'est très excitant. Paul, vous avez fait un petit clin d'œil à Odyssée 2001, mais le gros de votre travail, ça s'est fait avec la NASA. Qu'est-ce que ça vous a appris, tous ces années à travailler avec les astronautes, avec la NASA, travailler dans l'espace, mais aussi dans l'entraînement sur Terre, qui vous a permis de nous amener en 2425? Là? Ben, ça fait à peu près 8 ans qu'on fait ça, puis c'est comme si on a vécu notre propre immersion dans cet univers. Et je pense qu'on a fini par vraiment... On était déjà évidemment fan du sujet avant de commencer cette aventure, pour ça qu'on s'est plongé là-dedans. Mais à force de travailler avec ces gens brillants et inspirants, je pense ça nous a imprégné de pourquoi ils font ça. C'est quoi la raison derrière tout ça? Et pourquoi ils sont pourquoi la communication de tout ça est si important pour eux aussi? Donc, on a vraiment eu un support qui était sans précédent sur notre projet de Space Explorers, surtout the ISS Experience. Ça a été sans qu'on cherche à le faire, c'est devenu le projet le plus large qui a jamais été filmé dans l'espace. Et c'est pas parce qu'on est il y a des compagnies qui ont plus de gravitas que nous, qui ont plus de poids, qui ont un plus grand reach, une plus grande audience. Par contre, ils ont vu dans le médium et ce qu'on faisait avec le médium une façon sans précédent de communiquer, de faire vivre aux gens finalement, pas juste communiquer, mais de faire vivre aux gens cette expérience. Et pour eux, c'est d'inspirer les gens qui est le plus important. Et je pense que pour nous aussi, c'est ce qui nous allume là-dedans parce qu'on vit pas à travers une période qui est si, mettons, on vit toujours à travers des périodes difficiles. Je pense pas que c'est unique d'un jour, mais je pense que chaque génération a ses propres défis. Et je pense qu'il faut rappeler les gens comment on s'est même rendu là. On a vécu on a vécu à travers des périodes difficiles, puis on a survécu et on a continué à évoluer. C'est souvent
en gardant une perspective à long terme et à rêver comme, tu sais. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on essaie de faire avec ce spectacle-là. C'est ce qu'on a réalisé qui était aussi un des points les plus importants pour tous les gens avec qui on travaille depuis toutes ces années à la NASA, les astronautes, tout le monde qui nous ont supportés. C'est vraiment ça c'est important parce que si on sombre dans de toutes les difficultés à travers lesquelles on est en train de travailler, ben, il faut se rappeler de pourquoi on fait ça. Pourquoi... Ouais. Je vous ramène dans Interstellar Arc. Moi, je me souviens encore, presque comme c'était hier, de l'expérience que vous nous avez permis de vivre à Montréal. J'ai encore l'impression presque d'avoir été dans la station spatiale, tellement l'aspect narratif était important et s'adressait vraiment à chacun d'entre nous qui était dans la salle. À ce moment-là, on avait l'impression d'être tout seul, mais on était dans la station spatiale. Comment vous avez travaillé cet aspect-là narratif pour la nouvelle production pour s'assurer que chaque visiteur va avoir une connexion émotionnelle avec l'expérience? Dans l'infini, on était dans un registre un peu évanescent. On était dans la station spatiale, mais c'était pas vraiment la station spatiale, c'était comme un genre d'hologramme un peu éphémère. Même les avatars étaient faits de particules, genre de stardust. Maintenant, on est beaucoup plus dans le concret, même si on est dans l'imaginaire. On est vraiment, tous les visiteurs sont physiquement représentés, concrètement des voyageurs dans le vaisseau spatial. Donc, même si tout le monde n'est pas nécessairement synchronisé, donc moi j'ai commencé mon expérience à 1 heure et je croise quelqu'un qui avait commencé son expérience 20 minutes avant moi. Ils vont être peut-être dans un autre décalé dans le temps, mais physiquement, ils vont être à la même place. Oh. Donc, et ce qui est aussi le fun, c'est qu'on a appris vraiment de l'infini. Donc, qu'est-ce qui manquait aux gens? Ben, les gens, ils se parlaient. Donc, alors, comment ils se parlaient alors qu'ils avaient des écouteurs et ben, ils se criaient. Tout le monde se criait après dans l'expérience. Fait qu'on s'est dit, bon, on va donner aux gens un système de communication qui fait partie de l'histoire. Donc, on a chacun à son poignet un genre de communicateur. On voyait aussi souvent les gens sortir leur téléphone pour prendre des photos, mais ils prenaient finalement des photos de l'espace physique, pas de l'espace virtuel. Fait qu'on donne aux gens, cette fois-ci, une caméra virtuelle pour prendre des photos à l'intérieur de l'expérience, auquel ils auront accès après le spectacle. Donc, vraiment, l'aspect social qui était justement un des gros gains qu'on a fait en faisant une expérience physique versus les expériences qu'on faisait avant à la maison. On a vraiment doublement misé là-dessus cette fois-ci, en donnant aux gens plus de façons de sentir cet aspect social. Est-ce que c'est pour vous l'avenir du divertissement? Cette approche du divertissement où, en plus d'avoir tous les sens là, qui sont nourris physiquement, on le marche. Dans certains cas, peut-être qu'on va le courir, on va le danser, on va le reculer, on va toucher. Est-ce que c'est à ça que vous êtes en train de nous préparer pour les prochaines productions auxquelles vous êtes en train de penser? Absolument. On est en train de développer plusieurs projets qui sont en continuation avec ce qu'on est en train de faire. Il y a plusieurs aussi compagnies qui sont en train de développer des réseaux de salles. C'est un peu comme le cinéma 2.0 où on pourra distribuer notre contenu. Donc, je pense il va y avoir 2 types de projets au studio dans cette branche qui seront des projets plus permanent comme Interstellar Arc à Las Vegas, qui va peut-être éventuellement aussi ouvrir dans d'autres villes, et des projets plus modulaires, un peu plus petits peut-être, qui pourront être dans ces réseaux de salles un peu partout dans le monde. Je ne peux pas vous avoir et pas vous poser une question de mise à jour du dossier. Comment votre volet d'équipe qui prépare l'allunage? Écoute, on travaille là-dessus à tous les jours. C'est vraiment, comme on le sait, et on l'a appris au fil des années, on peut pas prévoir comment ce genre de grandes missions vont se dérouler. Donc, évidemment, on fait toujours partie des discussions sur le projet Artemis, malgré ses hauts et ses bas.
Et on a aussi plusieurs discussions avec des entités plus privées. Donc, je pense qu'on va pas abandonner ça avant qu'on ait virtuellement mis le pied sur la Lune. Si pas une fois, peut-être même plus qu'une fois, parce qu'on poursuit plusieurs tracks en même temps. Donc, je comprends que vous serez peut-être aussi de la mission sur Mars. C'est sûr qu'après la Lune, il y a Mars. Paul Raphaël, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupé, mais vous avez gentiment accepté de répondre à mes questions. Puis je vous souhaite une bonne suite de travail parce que je sais qu'il vous en reste encore à faire là-dessus. Merci beaucoup. Merci Bruno, c'est toujours un plaisir. On part maintenant à la rencontre d'un chercheur scientifique de chez Google DeepMind pour parler de la nouvelle version de Perch. Perch, c'est cet outil de bioacoustique dont je vous parlais au tout début de l'émission qui aide les chercheurs, les biologistes, les écologistes à détecter et analyser les sons de la nature sur Terre, mais aussi sous l'eau. Un projet qui allie l'intelligence artificielle et la conservation et qui peut déjà se vanter d'avoir eu un impact concret sur la protection d'espèces menacées. Pour découvrir l'outil, on va aller rejoindre mon invité à l'instant. Bonjour Vincent Dumoulin. Bonjour. J'en parlais dans la présentation, mais je pense que vous êtes probablement la personne la mieux placée pour nous parler de Perch. Qu'est-ce que c'est? Comment vous le présentez? Perch, c'est un outil qui permet aux écologistes, aux chercheurs, aux biologistes de répondre à des questions ambitieuses par le son. Donc, on parle d'un projet de bioacoustique, c'est-à-dire l'étude de la nature à travers le son. Puis, en fait, ça permet aux gens de créer leur propre détecteur de vocalisation animale pour leurs besoins très, très nichés, très, très pointus. Donc, des types d'événements sonores qui sont pas nécessairement très bien représentés dans les jeux de données qui existent déjà. Et donc là, puis il y a un changement, puis on va y revenir, mais je veux savoir, mis à part la reconnaissance d'un animal, est-ce que l'outil permet d'aller plus loin? Ça pourrait, d'une certaine façon. C'est tout ce qui est son dans la nature. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un animal à proprement parler, mais d'autres choses qui peuvent se passer dans la nature. En fait, la puissance de cet outil-là, c'est la flexibilité de pouvoir définir nous-mêmes les propres catégories de son qu'on veut être capable de détecter. Et qu'est-ce qui fait que vous décidez d'en mettre un et de ne pas mettre l'autre? En fait, ça, c'est vraiment c'est la responsabilité des gens qui utilisent cet outil-là. Donc, nous, notre mandat, en fait, c'est de fournir les modèles, de fournir les outils, mais après ça, les chercheurs, les écologistes, eux, ont leurs propres besoins. Puis, c'est eux qui vont définir, par exemple, s'ils veulent détecter les membres juvéniles d'une espèce d'oiseau à Hawaï ou certaines baleines, certains mammifères marins, par exemple. Et là, la première version avait été présentée en 2023. Vous arrivez avec une nouvelle version. Qu'est-ce qu'elle ajoute? Ce qu'elle ajoute en premier, c'est, elle a été entraînée sur plus de données, puis également sur plus de taxonomie d'animaux. Donc, avant, on avait des données de sciences citoyennes pour les oiseaux spécifiquement. On avait autour de 10 000 espèces d'oiseaux. On a étendu ça avec d'autres jeux de données à d'autres espèces animales. Qui vont au-delà des oiseaux. Donc, on parle d'environ 14 000 maintenant espèces différentes ou catégories différentes de sons. Puis, on n'a pas tout à fait doublé la quantité de données sur laquelle on entraîne, mais pas loin. Donc, c'est un modèle qui est plus versatile, plus flexible pour justement aller détecter des nouvelles catégories de sons qui ont jamais été vues pendant l'entraînement. Et ce modèle-là, est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il pourrait résider sur un ordinateur portable? Oui, absolument. Puis c'est volontaire de notre part. C'est pour le rendre le plus accessible possible, dans le fond, parce qu'on reconnaît que c'est pas tout le monde à travers le monde qui a les mêmes ressources de calcul, les mêmes ressources informatiques. Donc, c'est un modèle dont la taille est assez modeste. Puis qui ne demande pas beaucoup de puissance de calcul non plus pour fonctionner. Alors, je pose ma question plus loin. Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur un téléphone intelligent?
C'est une bonne question. Parce que je sais que dans un autre projet chez Google DeepMind, vous êtes arrivé à mettre un modèle qui sert à la prospection minière, là, ou en tout cas pour découvrir les roches, et ça tient sur un téléphone intelligent. Alors, je me dis que des gens qui travaillent dans la nature, peut-être que ça pourrait être pratique d'avoir ce type de modèle-là sur un portable ou quelque chose de tout petit, là. Oui, absolument. Puis je ne pense pas qu'il y a de défi technique particulier à le faire. On ne l'a pas fait encore, mais effectivement, ça pourrait fonctionner, je pense. Le bureau de Montréal, votre équipe a travaillé sur ce projet-là. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Dans le fond, on a élaboré le modèle. On a également élaboré la façon de faire pour développer les nouveaux détecteurs. Donc, c'est pas tout d'avoir le modèle, mais c'est aussi comment ensuite est-ce que quelqu'un prend ce modèle-là, puis prend un jeu de données qui ne sont pas notés du tout, dans le fond, qui ont été enregistrés en nature. Cette personne-là cherche une espèce en particulier, puis part avec peut-être un exemple de ce qu'elle recherche. Puis ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait pour, de fil en aiguille, trouver d'autres exemples pour entraîner un petit modèle qui va être encore meilleur pour trouver des exemples. C'est une espèce de cercle vertueux qui leur permet ensuite d'annoter leur jeu de données au complet. Et donc, vous arrivez dans le paysage avec cette solution-là. Exactement, c'est ça. L'outil, il est capable maintenant, parce qu'on parlait de la nature en général, mais votre nature est inclusive, parce que là, maintenant, vous allez sous l'eau. Oui, exactement. Puis, en fait, il n'y a rien de prime abord qui empêchait la version précédente de notre modèle d'être déployé sur ces données-là. Mais c'est simplement que, étant donné qu'il est entraîné seulement sur des vocalisations d'oiseaux, on avait trouvé dans le passé qu'il fallait incorporer un petit peu de données sous-marines pour l'aider à transférer ensuite sur des espèces marines. Puisqu'on a trouvé, en fait, avec les nouvelles données qu'on a ajoutées, les différentes espèces animales terrestres qu'on a ajoutées, on n'a plus besoin, en fait, d'avoir ces données sous-marines-là. Donc, il est capable de transférer très bien, même à des mammifères marins, par exemple. Et mis à part les baleines et les dauphins, dont on connaît parce que ça a été utilisé multiples fois dans des films ou des documentaires, qu'est-ce qu'on peut percevoir comme ça en dessous de l'eau? De vie marine? En fait, on avait une collaboration avec un projet de restauration de récifs de corail. Il y a un étudiant de doctorat qui est venu faire un stage avec nous. Puis, en fait, lui s'intéressait à être capable, seulement par le paysage sonore, de détecter le statut en santé, dégradé ou restauré d'un récif de corail. Donc, il a trouvé 9 catégories de sons. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas nécessairement l'origine biologique de ces sons-là, mais c'est des sons qui reviennent fréquemment. Puis, il a été capable de démontrer que en détectant une combinaison de ces sons-là, on est capable de corréler ces détections-là avec le statut d'un site. Donc, ça ouvre la porte à être capable seulement par l'audio, de déterminer si un site, un récif de corail est en santé ou pas. Puis, est-ce que, là, je suis curieux, parce que je sais que vous avez des collaborations un peu partout sur la planète, avez-vous ce type d'exemple-là dans la nature d'utilisation de la bioacoustique comme ça, combinée à l'IA pour arriver à protéger des espèces? Oui, en fait, là, je ne me souviens plus des détails exacts, donc je ne veux pas dire n'importe quoi, mais donc on a une collaboration avec le Australian Acoustic Observatory, l'Observatoire acoustique australien, qui font de la surveillance audio à l'échelle continentale. Puis, à un moment donné, ils ont bâti un détecteur pour une espèce qui est en danger. Puis, on détectait une population dans un endroit qui était destiné à un incendie préventif. Donc, quand ils brûlent la forêt de façon préventive, là, en fait, ils ont annulé ce projet-là parce qu'ils ont détecté cette espèce-là, puis ils ne voulaient pas détruire l'habitat de cette espèce-là. Donc, ça peut avoir des conséquences très, très directes, là, ces détections-là, sur les politiques, sur les ouais. Comment vous construisez ces collaborations-là avec les biologistes, par exemple, sur le terrain?
On a la chance d'avoir quelqu'un qui dirige le projet, qui a des connexions quand même assez étroites avec des biologistes dans le milieu académique. Donc, ça se fait un peu de bouche à oreille, essentiellement. On assiste aussi à des conférences en écologie. Donc, on tisse des liens comme ça. Puis, en fait, c'est au fil des rencontres. Puis également, on va faire des entrevues aussi avec des gens qui se manifestent, qui disent je serais intéressé à collaborer pour cerner c'est quoi leurs besoins, puis voir si on est en mesure de les soutenir dans leurs besoins. Vous diriez, quand vous regardez tout le travail que vous avez fait sur la première version, mais cette nouvelle version aussi, c'est quoi les défis techniques que vous rencontrez quand vous traitez des millions d'heures d'enregistrement audio? Le premier défi technique, c'est la quantité massive de données qu'on a. Donc, ça nous demande de trouver des solutions, comme par exemple dans le cas de l'Observatoire acoustique australien, on parle de millions d'heures d'audio. Simplement, traiter ces données-là, ça prend du temps. Donc, si on a des solutions qui demandent de traiter à nouveau les données à chaque fois qu'on développe un nouveau modèle, ça ne fonctionne pas. Donc, ça demande de trouver des solutions qui permettent d'amortir un peu ce travail-là, puis de réutiliser le travail dans plusieurs contextes. On avait l'habitude de voir dans des documentaires ou dans des séries où on nous montre des moyens, des méthodes utilisées pour préserver la vie puis protéger les animaux. On voit souvent des captures pour les taguer, pour les étudier puis après les relâcher. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec un outil comme le vôtre, avec l'utilisation de l'IA, on pourrait arriver à remplacer des méthodes traditionnelles pour aider la survie des espèces? C'est une bonne question. Je pense que j'en connais pas assez, malheureusement, pour dire catégoriquement si oui ou non on pourrait remplacer complètement ces techniques-là. Mais définitivement, c'est un outil de plus dans l'arsenal. Puis ça pourrait potentiellement éviter l'utilisation de certaines de ces méthodes-là dans certains cas. Donc, au moins diminuer des interventions qui sont peut-être un peu plus invasives là, pour les espèces. Là, vous en êtes donc à une deuxième version qui est présentée comme ça. C'est quoi l'évolution à venir de Perch? Est-ce que vous travaillez déjà sur une troisième version? Oui, définitivement. Je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. On n'a certainement pas fini d'utiliser toutes les données qu'on a à leur plein potentiel. Puis je pense que l'autre aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces détections-là? Comment est-ce qu'on les transforme en connaissances écologiques? Puis en particulier, comment est-ce qu'on combine ça avec d'autres formes de données, que ce soit des images satellites, que ce soit des photos, que ce soit des recensements faits par des humains. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à combiner ces différentes sources d'informations-là pour en extraire des informations importantes. On parle beaucoup de recherche, d'observation, mais comment votre outil pourrait aider à la sensibilisation du public au niveau de la conservation et de la biodiversité? Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens un peu d'avoir une idée de ce qui se trouve dans leur cours ou dans leur environnement immédiat. C'est sûr que notre outil à nous et le public cible, c'est vraiment les gens dans le milieu de la recherche puis de la conservation. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'autres outils similaires, par exemple Merlin, qui est développé par l'Université Cornell. Pour ceux qui connaissent Shazam, l'outil de reconnaissance, des fois j'appelle ça le Bird Shazam. Ça permet de reconnaître quels oiseaux chantent dans un enregistrement. Puis ça, je pense que ça peut être un super bon outil d'éducation. Donc, ce genre de solution-là, je pense, où on amène les gens à s'intéresser à l'environnement qui les entoure, ça peut être vraiment génial là, pour susciter l'intérêt. Bien, vous parlez justement d'éducation, ça m'amène à la prochaine question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du potentiel aussi du côté des cégeps, universités au Québec, mais aussi probablement ailleurs dans le monde, d'utiliser votre outil pour aller plus loin dans la démarche de recherche? Possiblement, oui. Je pense que ça serait suffisamment accessible pour que cet outil-là soit utilisé. Je me demande, est-ce que ça serait plus au niveau informatique ou est-ce que ça serait plus au niveau biologique? Ça c'est une bonne question aussi. Mais définitivement, là, je pense que par exemple, de bâtir des détecteurs pour
peut-être des espèces moins connues au Québec, ça pourrait faire des beaux projets de recherche, là. En terminant, est-ce qu'on se sent, là je parle aux chercheurs scientifiques, là, quand on travaille, quand on développe un outil comme ça qui va servir à faire de la différence, est-ce que c'est plus valorisant que de travailler sur des IA, des modèles qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent faire un peu n'importe quoi que travailler comme vous dans quelque chose de très niché? Bien, à un niveau très personnel, moi, ce qui m'a attiré dans ce projet-là, à l'origine, c'était que je travaillais sur des notions d'apprentissage dans des conditions difficiles, quand il y a peu d'exemples ou quand les conditions d'entraînement sont différentes des conditions de déploiement. Puis, c'est sûr que pour l'évaluation, quand c'est de la recherche plus fondamentale, c'est toujours un peu plus abstrait. Puis, l'aspect très concret de ce problème-là, où je voyais ressortir les mêmes défis d'apprentissage, mais où des progrès, ça se traduit très rapidement par de l'impact concret dans le vrai monde, c'est sûr que ça m'attire beaucoup, puis ça me motive beaucoup également. Et c'est ça qui, chaque matin, vous fait lever en disant de faire la différence comme ça? Oui, absolument. Vincent Dumoulin, vous êtes chercheur scientifique chez Google DeepMind. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci. C'est le moment de retrouver Catherine Dupont-Gagnon, notre experte en cybersécurité. Cette semaine, elle s'intéresse à un phénomène qui prend de plus en plus de place, les applications de compagnons virtuels propulsés par l'IA. C'est un sujet qui soulève autant d'engouement que de questions sur notre rapport à la technologie et sur la manière dont nous partageons nos informations personnelles. On en parle partout. Les applications de compagnons IA explosent et TechCrunch annonce déjà que cette niche devrait générer plus de 120 millions de dollars en 2025. Ce sont des millions de personnes qui discutent à chaque jour avec un chatbot qui les écoute et comprend, entre guillemets, et leur répond comme un ami. Les applications les plus populaires de compagnons IA sont en ce moment, entre autres, Replica et Character AI. Ce sont compter les nombreux utilisateurs qui utilisent des outils de génération de langage comme ChatGPT, comme confident ou thérapeute. Mais est-ce qu'il faut vraiment confier nos états d'âme à une intelligence artificielle? Même Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui est la société derrière ChatGPT, le disait récemment. Attention, si vous partagez des pensées intimes ou des informations personnelles, ne vous attendez pas à la confidentialité d'un thérapeute ou d'un avocat. Ces données, elles peuvent être réutilisées pour entraîner un modèle ou même être réclamées dans le cadre d'une procédure judiciaire. Alors, pourquoi est-ce que ces compagnons IA sont risqués? Ben d'abord, en dehors de tout ce qui touche à la sécurité de l'information, il faut aussi comprendre qu'ils ne réfléchissent pas comme nous. Des chercheurs avaient démontré que ces modèles échouent souvent sur des raisonnements simples, tout en donnant l'illusion d'une réponse logique. Ils sont programmés pour paraître convaincants, pas pour avoir raison. Ensuite, il faut considérer qu'ils sont trop complaisants. Leur ton empathique nous pousse à baisser la garde. On se sent écouté, compris, et on finit par révéler des détails qu'on ne donnerait pas nécessairement à un inconnu. Sauf que l'IA, elle, ne va pas oublier tout ce qu'on lui a dit. Vos données, elles peuvent être stockées, analysées et recoupées. Elles peuvent aussi se retrouver dans les mains d'un pirate si la plateforme devait être compromise un jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement pour votre vie privée? D'abord, il faut savoir, vous ne contrôlez pas vos données une fois qu'elles sont envoyées à un service en ligne. À partir du moment qu'elles sont entrées dans le logiciel ou la plateforme, elles peuvent être réutilisées, revendues ou exploitées d'une façon que vous n'aviez pas prévue. Entre autres à des fins marketing, on avait d'ailleurs déjà vu des cas de données de citoyens âgés et vulnérables qui avaient été revendus commercialement à un groupe de fraudeurs qui s'en était servi pour cibler les victimes. On a souvent aussi tendance à penser que nos informations médicales sont automatiquement protégées, mais cette protection-là, elle ne s'applique que dans le cabinet de votre docteur et ne couvre pas les questions que vous avez posées à un IA ou à Google d'ailleurs. Il faut savoir, rien empêche les réquisitions judiciaires d'accéder à vos échanges avec un chatbot. On pourrait penser à un scénario impliquant une jeune femme vivant dans un État américain où l'avortement est illégal et où est-ce que ce serait confié à un chatbot avant de prendre une décision. Et en théorie, ces mêmes conversations-là pourraient ensuite être utilisées par les services policiers dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et encore là, je vous ai seulement parlé de scénarios qui sont dans le cadre du légal, mais également le risque d'accès par des criminels à vos données si la plateforme devait subir une fuite. Ces informations personnelles-là et intimes pourraient donc se retrouver sur le dark web. Là, on parle juste au niveau personnel, mais on peut aussi facilement s'imaginer les risques pour une entreprise si un employé devait confier des secrets industriels à son compagnon IA.
Alors, comment est-ce qu'on peut réduire les risques? Bien déjà, séparez vos usages. Essayez de ne pas mélanger les convos personnels et professionnels dans un même outil. Ensuite, essayez de privilégier les services qui traitent des données localement, donc qui ne les envoient pas en ligne. C'est sûr que, idéalement, on partage jamais d'informations sensibles. Ensuite, allez faire un tour dans les paramètres de sécurité et de confidentialité des applications que vous utilisez. Parfois, on va avoir l'option de justement retirer la possibilité d'entraîner le modèle ou encore de partager ces informations-là sur le web. Puis finalement, vérifiez toujours si jamais vous prenez quand même conseil d'un IA, si ces conseils-là, ils sont véritables, surtout si c'est pour influencer une décision de votre vie importante. Je sais, l'IA peut être utile. Elle peut organiser nos idées, résumer un texte, nous aider à préparer un voyage, mais ce n'est pas un confident et encore moins un thérapeute. Chaque fois que vous lui parlez, vous devez partir du principe que vos mots ne vous appartiennent plus vraiment. Ils peuvent être stockés, analysés ou réutilisés, y compris contre vous. Bref, utilisez ces outils pour ce qu'ils font bien, les tâches simples, pratiques et peu personnelles, mais gardez vos réflexions intimes et sombres secrets pour les humains de confiance de votre entourage ou votre journal intime. On retrouve maintenant Thierry Weber qui nous amène cette semaine en altitude. Direction les Alpes suisses, où nature et technologie se croisent dans un projet aussi ambitieux qu'original. Entre innovation numérique et préservation de la biodiversité, il nous fait découvrir comment l'intelligence artificielle s'invite là où on ne l'attendait pas forcément. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Et si l'intelligence artificielle devenait le meilleur allié des bouquetins suisses? Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de nature alpine, de surveillance et d'intelligence artificielle. Et oui, tout ça dans la même phrase. L'IA s'invite dans les montagnes suisses pour observer la faune sauvage, un projet fascinant où le numérique et la biodiversité ne font plus qu'un. Alors que certains utilisent des caméras pour se prendre en selfie au sommet d'un col, d'autres les braquent sur des marmottes et pas pour TikTok, mais pour la science. Tout part d'un projet baptisé MAMALPS. Oui, c'est un peu bizarre comme nom, mais vous allez comprendre. Porté ce projet par l'EPFL, l'objectif, mieux comprendre le comportement des mammifères dans les Alpes. Vous voyez maintenant le lien? Comme les cerfs, les lynx ou encore les bouquetins, très difficiles à saisir, en photo en tout cas, qui parfois défient la gravité sur des versants vertigineux. Pour ce faire, ce ne sont pas quelques biologistes en short et jumelles, mais plus de 90 pièges photographiques disséminés dans le parc national suisse. Ces caméras de très haute définition capturent des images 24 heures sur 24, en mode infrarouge la nuit et dès qu'un animal passe devant. Problème, on parle de plus de 100 000 photos à trier par an. Un cauchemar logistique, sauf si on a un allié bien numérique. C'est là que l'intelligence artificielle entre en scène. L'EPFL a développé un système capable de reconnaître automatiquement les espèces animales sur les clichés pris par la caméra. Concrètement, l'IA est capable de distinguer un renard d'un chamois ou un loup d'un promeneur égaré, on espère, et elle apprend à s'améliorer grâce à l'analyse de milliers d'images validées par des experts. Ce qu'un humain ferait en plusieurs mois, la machine le traite en quelques heures. Et ce n'est pas qu'une question de rapidité. L'IA peut aussi détecter des tendances comportementales, suivre l'évolution des populations, anticiper des migrations et même, à terme, aider à repérer les effets du changement climatique sur la faune alpine. On est bien loin du gadget techno, c'est un véritable outil d'aide à la décision pour les chercheurs, les parcs naturels et les autorités cantonales. En Suisse, le projet MAMALPS est principalement actif dans le parc national dans les Grisons. Mais son modèle inspire déjà d'autres réserves. Le canton du Valais et même certaines stations de ski étudient la possibilité de suivre discrètement la faune sans la perturber pour adapter leur infrastructure. Côté EPFL, cette collaboration transfrontalière montre aussi à quel point les hautes écoles suisses savent mettre leur savoir-faire au service de la préservation du patrimoine naturel en alliant science, technologie et bon sens montagnard. Ce que je retiens ici, c'est que l'intelligence artificielle souvent perçue comme froide ou intrusive peut aussi devenir un formidable outil d'harmonie avec la nature.
Et vous, imaginez-vous un futur où les caméras, les algorithmes et les serveurs surveillent la montagne pour mieux la protéger ? Allez, je continuerai à suivre ces initiatives passionnantes avec mes jumelles cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine à un sujet à la croisée de la technologie et de l'identité numérique. Il nous propose une réflexion sur la place que pourraient prendre nos doubles virtuels dans notre quotidien et sur les questions éthiques, pratiques et culturelles que ça soulève. L'été, c'est plus relax. On prend le temps, celui de réfléchir, celui d'imaginer. L'été peut aussi nous rendre plus audacieux. C'est le cas du commentateur américain Dave Rubin, qui s'impose une déconnexion numérique complète au mois d'août. Mais cette année, il a trouvé une parade à cela, celle de laisser un clone vidéo alimenté par l'IA tenir l'antenne pendant qu'il disparaît hors ligne. Le AI Dev a été entraîné sur des centaines d'heures de prise de parole. Il commente l'actualité, répond, pique, provoque, bref, il fait du Robin pendant que Robin se ressource. Coup marketing, tour de passe-passe ou avant-goût d'un futur où nos avatars, patiemment éduqués à raisonner comme nous, deviennent des remplaçants crédibles. Ce qui change, c'est pas l'idée du clone, on l'a déjà vu chez d'autres figures médiatiques, mais c'est son usage. On parle plus d'un chatbot aimable qui récite des banalités, on parle d'un double qui agit. Il prend position, adopte un ton, choisit des angles, improvise parfois. Il s'approche de la zone grise où l'avatar ne représente plus simplement son modèle, mais commence à exister comme un autre nous. Pour clarifier les enjeux, distinguons 3 niveaux de doublure. Niveau 1, le lecteur, une IA qui énonce un texte écrit par un humain. Niveau 2, le rédacteur-lecteur. Le système génère le script, puis le performe. Niveau 3, l'interactif, temps réel. L'avatar improvise, répond à des questions, navigue dans l'actualité. À chaque niveau, les risques, la responsabilité et le coût de contrôle changent. Le cas Robin flirte avec les niveaux 2 et 3. C'est là que l'intérêt et le danger commencent. Le cœur du problème tient dans un mot, le mot presque. Le clone parle presque comme l'original. Il capte presque ses réflexes, presque ses lignes rouges. Mais la confiance publique se joue précisément dans ce delta minuscule. Une phrase trop littérale, une ironie déplacée, une nuance loupée, et l'avatar bascule de la fidélité à la caricature. Or, la réputation se joue sur ces micro-décalages. C'est pourquoi la question n'est pas « l'avatar est-il réaliste ?», mais « l'avatar est-il aligné ?» L'alignement ici n'est pas seulement stylistique, il est intentionnel. L'avatar fait-il ce que la personne voudrait qu'il fasse dans cette situation ? C'est autrement plus difficile. Un humain mobilise intuition, expérience vécue, mémoire émotionnelle, micro-lecture du langage corporel. Un modèle statistique, parce que c'est de ça dont on parle ici, lui, optimise la ressemblance sur des exemples passés. Quand surgit l'imprévu, la machine extrapole. Parfois bien, parfois mal. Et c'est dans ce « parfois » que se loge le risque existentiel pour la marque personnelle. Ajoutons un second front, celui de la manipulation externe. Plus le clone est crédible, plus il devient détournable. On peut l'imbriquer dans un montage, lui faire dire l'inverse, disséminer des extraits plausibles mais fabriqués. Alors que des deepfakes suffisaient déjà, un avatar officiel prêt à l'emploi abaisse encore les coûts d'usurpation. La différence entre contenu authentique du clone et contenu fabriqué imitant le clone devient subtile. Sans mécanisme de provenance, le public n'a que la foi pour s'orienter. D'où une conséquence pratique.
L'avatar n'est viable qu'avec une gouvernance explicite. Minimum syndical, un disclaimer visible et audible. Je suis l'avatar IA de machin chose à chaque segment. Un journal des prompts, sources et révisions. Un kill switch public en cas de dérapage. Des sujets rouges, santé, diffamation, appel au vote, accusations personnelles, nécessitant validation humaine avant publication. Techniquement, on doit signer les contenus via des credentials de contenu et conserver des preuves de chaîne d'édition. C'est pas infaillible, car rien ne l'est, mais c'est opposable. Oui, mais l'IA se trompera toujours, c'est vrai. Alors on doit mesurer. On doit transformer le presque en indicateur concret. Pour cela, 4 pistes. 1. La fidélité dans le style. 2. La fidélité d'intention. 3. Le taux de confusion, c'est-à-dire le pourcentage d'auditeurs croyant parler à l'original ou, plus révélateur encore, le pourcentage d'auditeurs qui s'en fichent. Et 4. La traçabilité. On se fixe des seuils et on s'oblige à des arrêts si l'indicateur vire au rouge. Reste la responsabilité. Qui répond d'un dérapage? La personne doublée, le producteur de l'avatar, la plateforme de diffusion. Le créateur définit les limites, sélectionne le corpus et donne l'impulsion. Il porte donc une responsabilité éditoriale. Le fournisseur technique opère la synthèse et l'inférence. Il doit donc des garanties sur la sécurité, la modération et l'usage des données. La plateforme impose, ou non, des règles de disclosure et de retrait. Feindre que l'IA a parlé n'a aucun sens juridique. Le public, lui, jugera la personne. Certains rétorqueront que ce n'est qu'un outil de productivité. Ça l'est tant que l'humain reste au centre. Script validé, sujet sensible mis en attente, production asynchrone. Dès que l'avatar improvise à chaud, la ligne bouge. Le gain d'omniprésence est réel. Disponibilité 24/7, volume multiplié, fatigue nulle. Mais la dépendance suit. Si la machine performe mieux que vous sur l'algorithme, qui sert qui? L'avatar devient vite l'actif majeur et la personne son garant. Le rapport de force s'inverse, on ne se sert plus d'un clone, on l'entretient pour qu'il ne vous dépasse pas. On voit donc déjà se dessiner une économie des doubles. Conférenciers présents sur 3 scènes à la fois, enseignants qui répondent à des centaines d'élèves en continu, influenceurs qui multiplient les collaborations. Mais pour que tout ça soit viable, il nous faut un public prêt à accepter la transparence. Voici mon avatar. À accepter des coûts de garde-fous supportables, des standards de provenance adoptés largement et des règles claires côté régulateur. Sans ça, on récoltera un écosystème d'opacité et de litige. Rien n'empêche d'ailleurs de cadrer la chose comme un droit à la fidélité. Nous protégeons déjà l'image, la voix, la signature, la paternité des œuvres. Pourquoi pas l'intégrité d'un style lorsqu'il est délégué à une machine? Concrètement, cela signifierait un consentement explicite des limites d'usage, une mention de la nature artificielle et les recours collectifs en cas d'atteinte à la réputation par un clone officiel ou pirate. C'est pas du futurisme juridique, c'est l'extension logique de protection déjà admise. Mais la loi ne suffira pas. Il faut aussi une éthique du design. Un avatar n'a pas besoin d'être indiscernable du réel pour être utile. Il doit être nettoyé de l'ambiguïté. Indices visuels et sonores, ton légèrement stylisé, signature persistante, annonce d'ouverture. Autant de signaux qui réduisent la confusion sans sacrifier de l'efficacité. L'objectif n'est pas d'arnaquer l'œil, il est de prévenir le malentendu. Si l'on veut que le public coopère, si l'on veut aller chercher une certaine forme d'acceptabilité, il faut arrêter de considérer la transparence comme un frein, mais plutôt comme un contrat social. Alors se demander si on peut faire confiance à son avatar IA, c'est se poser la mauvaise question. Il va se tromper, c'est certain. La bonne question, c'est combien d'erreurs sommes-nous prêts à accepter et lesquelles, avant de dire que le clone trahit l'esprit de l'original. Peut-être franchira-t-on un cap le jour où un créateur dira publiquement « Oui, c'était une bourde, oui, c'était mon avatar, et oui, dans l'ensemble, il reste quand même fidèle à moi ».
Ou peut-être que la première trahison suffira à fermer le rideau. Ce choix n'est pas technique, il est culturel. En attendant, l'histoire de Robin agit comme un miroir. Nous voulons être partout, tout le temps, sans nous épuiser. Nous voulons que l'algorithme nous aime, même quand nous dormons. Nous voulons le confort sans abandonner l'authenticité. Les avatars promettent exactement cela et comme tous les miroirs, ils déforment. La bonne réponse n'est ni l'euphorie ni la panique, c'est la discipline. Disclosure systématique, garde-fou non négociable, métrique d'alignement, plan de crise, responsabilité distribuée, etc. Si nous ne sommes pas capables de cette rigueur, alors nous n'avons pas besoin d'un clone, nous avons besoin d'une pause. À nous de décider si nos doubles seront nos ombres ou nos masques. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, c'est presque une saga ces dernières semaines parce qu'on va reparler de Figma. Mais la semaine passée, on avait deux fans, deux spécialistes, deux méga utilisateurs de Figma. Et là, cette semaine, on parle à quelqu'un de chez Figma. Oui, Damien et Michael, ils sont effectivement Friends of Figma Montréal, les amis de Figma à Montréal. Des super utilisateurs. Des super utilisateurs, puis des dévoués en plus, parce qu'ils sont allés à l'événement à San Francisco quand même, cette année, l'année dernière. Donc, ils aiment ça. Je pense que c'est un événement qui est important dans le milieu, puis on s'entend, Figma a pris une énorme place dans le marché. Il y a eu plusieurs logiciels dans les 20 dernières années, là. Puis je dis d'ailleurs aux jeunes, faites attention, il y en a eu plusieurs dans les dernières années. Il pourra en avoir probablement encore après. Ouais. Mais celui-là est quand même celui qui nous a rapproché vraiment beaucoup des développeurs, qui nous a permis beaucoup aussi, en fait, de transparence. Hein. C'est un des premiers qui nous a permis de travailler en direct, avec tout ce que ça représente de danger, hein, de pouvoir travailler directement en ligne. Puis à partir du moment où tu donnes le lien à ton client, le client, il voit évoluer le travail. Fait qu'il n'y a plus de cachette, là. Tu peux pas dire, je reviens dans un mois avec le client le voit directement en ligne. Donc, ça a changé la donne beaucoup. Puis, ils ont utilisé aussi un langage de programmation qui fait que tu peux l'utiliser effectivement comme ça, puis travailler directement en ligne et non pas en téléchargeant un logiciel. Il y a aussi un logiciel que tu peux télécharger pour plein de raisons, mais tu peux directement travailler en ligne et ça fait pas beaucoup de différence. Donc, ils ont pris une énorme partie du marché, puis ils ont annoncé plein de choses en juin aussi, des nouveautés. Beaucoup de gens se sont posés des questions. Puis, donc, c'est pour ça que je voulais parler avec les gens de la communauté, à savoir un peu c'était quoi leur perception à eux de ces choses-là, parce que l'année passée, ils ont parlé d'AI. Cette année, ils ont plutôt pris de l'expansion sur des logiciels un peu parallèles. Et c'est pour ça que là, cette semaine, tu vas parler au cheval. Je vais parler à la personne concernée avec Alexia Danton, designer, advocate ou l'avocate principale et designer chez Figma. Elle est en Europe, elle défend plus le marché européen, mais c'est la même chose donc. Et oui, je voulais avoir un peu la perspective du côté Figma de pourquoi ils ont fait ça. L'IA aussi, hein, tout l'impact que l'IA a. On développe des nouvelles choses, mais là, dans les 2 dernières années, l'IA prend énormément de place. Donc, comment ça a affecté tout ça, puis comment ça affecte aussi leur relation avec les designers et quel marché ils veulent prendre. Et en même temps, comme on le disait la semaine dernière, ils sont à la bourse maintenant. François, on va aller écouter cette entrevue-là. Et puis, je te remercie pour celle-ci. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Bruno. Bye. Effectivement, on a eu une petite conférence Figma qui s'appelle Config, qu'on a chaque année, qui cette année a eu lieu à la fois à San Francisco et puis à Londres pour la première fois. C'était assez chouette de pouvoir avoir organisé ça en Europe et d'accueillir les communautés européennes. Et je pense que j'ai commencé à Figma, moi, il y a bientôt 3 ans maintenant, donc c'est ma 3e. Et c'est la plus grosse conférence qu'on a jamais faite en termes d'annonces. Ah oui. On est passé, on a mis quand même 10 ans à monter en puissance, à sortir l'équivalent de 4 produits. Et là, en une conférence, on a doublé le nombre de produits qu'on a dans le line-up de Figma. On est passé de 4 à 8, ce qui est assez conséquent. On en est très très content. Donc on a sorti un nouveau produit qui s'appelle Figma Sites qui permet de publier les designs Figma directement en des sites web. On a un nouveau produit qui s'appelle Figma Make qui est un produit boosté à l'IA qui permet de faire du prototypage très très rapide, d'aller des idées soit de 0 à 1, enfin ce qu'on appelle de 0 à 1, c'est-à-dire de prompt à une maquette interactive fonctionnelle, ou alors de 1 à 1, c'est-à-dire de design existant en les rendant interactifs très rapidement. On a Figma Buzz qui est sorti, qui est un produit dédié au workflow entre les équipes design et les équipes marketing. Et on a un nouveau produit qui s'appelle Figma Draw qui lui est
très orienté, on va dire, pour des usages très illustratifs, très craft visuel. On va beaucoup plus loin sur la gestion du vectoriel, sur la gestion des illustrations, des traits, des strokes, des brushes, etc. Donc voilà, on commence à avoir un produit très, très complet. C'est très intéressant. C'est intéressant. Et avec ces 4 nouveaux produits-là, vous avez soulevé des gros points d'interrogation de tout le monde parce que là, vous entrez aussi en compétition. Vous l'étiez déjà sur d'autres produits là, dans le numérique, mais là, vous entrez en compétition partiellement avec Adobe, partiellement avec Framer pour le site. Donc, vous êtes en train d'élargir vos opérations, mais vous faites trembler le milieu aussi parce que vous avez une position tellement privilégiée auprès des designers que vous leur offrez maintenant des outils qui vont leur permettre de se passer des compétitions, comme Framer, comme Adobe Illustrator, par exemple. Est-ce que c'est ça le plan? C'est de prendre un marché prépondérant dans le numérique que peut-être Adobe a pas bien pris dans les dernières années? Cette expansion de ces nouveaux produits sur Figma, je peux dire, elle vient surtout en fait d'une expansion très très naturelle sur la base des produits qu'on avait déjà et sur l'offre qu'on avait déjà. C'est-à-dire que le cœur du réacteur chez Figma, ce qui a fait son succès jusqu'à présent, c'est vraiment la collaboration. C'est cette idée d'un coup, on désilote les expertises, on fait venir tout le monde dans le web et on peut tous collaborer sur la même plateforme. Et en fait, de façon très très naturelle, c'est comme ça qu'on a sorti historiquement des outils comme FigJam, comme DevMod. À chaque fois, c'est venu d'usages en fait qui existaient déjà dans l'outil, donc on n'a rien inventé. Et c'est la même chose avec les outils qu'on a sortis. Alors oui, ça peut peut-être donner l'impression que on va chercher à droite à gauche, mais en fait, tous ces usages-là, ils existaient déjà dans l'outil. La seule chose qu'on a fait en sortant ces produits-là, c'est juste qu'on a créé des expériences natives dédiées, vraiment orientées sur ces usages-là pour améliorer justement le quotidien des équipes qui l'utilisaient déjà comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, mais par exemple, FigJam, à l'époque, c'était parce qu'on avait vu des équipes qui utilisaient déjà l'outil de design Figma, qui est donc un outil pour faire des maquettes, pour faire des carrés de couleurs et pour commencer à noter comme s'ils avaient des sessions de brainstorm avec leurs équipes, avec des post-it sur un mur virtuel. Du coup, on s'est dit, c'est dommage de faire ça avec des rectangles, on va faire ça avec des vrais post-it. Et on a créé un outil dédié à ça. DevMod, c'est pareil. DevMod, on l'a sorti parce qu'on avait les stats qui nous disaient qu'il y avait déjà 1/3 des utilisateurs de Figma qui étaient des développeurs. On ne les a pas sortis de nulle part, ils étaient déjà dans l'outil. Donc, on a juste créé l'expérience d'inspection. Oui, c'est gigantesque. Et on a les mêmes insights. On a la chance d'avoir beaucoup d'insights avec notre travail de communauté et tout le travail d'analytics qu'on a. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'on a une grosse population qui travaille sur des sujets marketing et sur des sujets brand qu'on ne savait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas forcément les outils vectoriels appropriés. On n'avait pas forcément les outils de end-of marketing appropriés. On avait une grosse population de freelancers. Ça faisait 2 ans qu'ils nous demandaient absolument un bouton pour publier leur création directement en site web. Et du coup, on a écouté. Et voilà. Donc, à chaque fois, c'est vraiment des usages qu'on voit déjà dans les outils et auxquels on répond. Et c'est comme ça qu'on fait le choix, on va dire, d'expansion qu'on a fait. C'est surtout axé là-dessus. Tout à fait. Et il faut le dire, ça enlève beaucoup de points d'abrasion. Je veux dire, de devoir faire quelque chose, par exemple, tu parlais de FigJam, on le faisait dans Miro avant. Vous avez un peu capté ce marché-là parce que de passer de quelque chose de Miro vers Figma, c'était pas possible. Maintenant, de FigJam vers Figma, ça, c'est possible. Donc ça, c'est une grosse amélioration de faire un atelier ou prendre des morceaux qui sont dans Figma, des morceaux de prototype et les mettre dans le brainstorming ou du brainstorming, les amener dans Figma. Ça aussi, c'est extrêmement pratique. Je pense que c'est la même chose qu'on voit avec l'outil vectoriel, c'est Draw. Hein, c'est ça qui va faire compétition à Illustrator. C'est le même principe que là, on devait exporter en SVG pour le réimporter après ça dans Figma. C'était toujours une opération un peu fastidieuse. Là. Et tu touches exactement ça. Enfin, ce sujet de l'interopérabilité, je pense que c'est un peu la clé de voûte. Interopérabilité et collaboration, c'est les deux côtés d'une même pièce, on va dire, qui forment un peu la clé de voûte de la vision de Figma. Ouais. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment boucler la boucle de la création, de la conception de produits depuis l'idéation jusqu'à, on va dire, le lancement en production et arriver à vraiment boucler ce cycle de vie du travail design où, du coup, toutes les équipes voient tout ce qui se passe, ce qui permet accessoirement d'élever la fonction design au sein des entreprises, accessoirement, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Et on voit vraiment aujourd'hui que, notamment en ayant plus de produits, ce sujet d'interopérabilité, il est clé. On a déjà un système de mode, donc avec DevMod et donc Figma Draw qui est devenu un nouveau mode dans Figma qui nous permet effectivement de basculer très rapidement entre les différentes vues. On a ce même système de mode sur Slide et sur Buzz, accessoirement entre une vue entre guillemets light pour les non-designers et une vue design pour que les designers puissent retrouver tous les outils de layout, etc.
qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Et à côté de ça, on a aussi des gros sujets d'intégration, évidemment, entre les différents outils. On a le sujet d'intégration des design systems sur l'ensemble de cette plateforme-là. On a les sujets d'intégration entre Figma Design et Figma Make qui sont top of mind aujourd'hui, qui est une des très, 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 très grosses priorités en interne, de comment est-ce que les deux outils entre eux se parlent et on peut faire des allers-retours plus facilement. Et je pense qu'effectivement, ouais, c'est des forces qu'on a. C'est parce qu'on a cette compréhension de nos utilisateurs et des usages qu'ils ont déjà de l'outil. Ça nous permet très rapidement d'essayer justement de répondre à ça en enlevant les murs, en enlevant les frictions et en arrivant à créer ce flot de conception tout en un dans un seul et même outil. Et là, l'éléphant dans la pièce aussi, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'ai remarqué qu'il y a des petits ajouts un petit peu partout qui sont intéressants. Par exemple, dans FigJam, on peut demander une analyse de nos post-it. C'est des choses importantes. C'est encore discret, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on va continuer à voir évoluer? Je présume que oui, mais ça va continuer, j'imagine. Là. Tout à fait. Je pense, comment dire, j'essaie de parler d'IA sans faire le sujet trop buzz. De toute façon, on en parle tout le temps de l'IA, on parle partout en ce moment dans l'industrie, on n'y échappe pas. Ouais. Et je commence, par rapport, tu disais tout à l'heure en introduction, tu comparais ça par rapport à l'année dernière. Je pense qu'on commence à arriver au niveau de l'industrie sur un certain niveau de maturité. On comprend vraiment mieux quel est l'impact que ça va avoir et comment est-ce qu'on peut réussir à livrer cet impact-là au sein des outils. Et donc, il y a deux parties à ça. Il y a une partie qui est un peu ce que tu décris, qui est la partie vraiment très axée productivité, sur comment est-ce qu'on arrive à enlever beaucoup de travail manuel qui, au final, n'apporte pas beaucoup de valeur et nous ralentit même parfois. Donc, des choses comme, par exemple, trier et grouper des stickies, enfin des notes post-it, quand on connaît déjà le contenu, peut-être qu'on peut faire un premier jet avec l'IA rapidement avant de corriger à la main. Des choses comme enlever le fond de certaines images très rapidement. Maintenant, ça on peut le faire. Renommer ses layers, ce qui devient très important. S'il vous plaît, utilisez la fonctionnalité renommer vos layers si vous le faites pas à la main, parce que ça devient de plus en plus utile pour le reste des outils IA et les outils MCP pour leur donner du contexte. Mais tous ces outils-là, on commence et on continue à travailler dessus. Donc vraiment on va dire les micro-interactions qui améliorent le quotidien. Et à côté de ça, il y a ces macro-sujets d'outils où l'IA est beaucoup plus présent, entre guillemets. Enfin, on utilise vraiment les fonctionnalités IA. Et je pense du coup à Figma Make, au MCP. Je viens de le name drop, j'en ai pas parlé en introduction, parce qu'on n'a pas exactement sorti à config, on l'a sorti juste après. On a un nouveau MCP qui vient s'imbriquer dans DevMod, qui permet de donner le contexte des maquettes design directement aux outils de code IA, comme des curseurs, comme des VS Code, comme des copilotes, qui permet en fait de traduire, pour ça je parlais des noms des layers, qui permet de donner tout le contexte metadata contenu dans Figma, donc le contexte du layout, du flexbox, des noms des layers, des composants. Si ces composants-là, ils sont déjà liés à du code, et bien du coup, le MCP va pouvoir dire, attention, tu peux utiliser ce code-là qui existe déjà, etc. Et qui permet en fait d'aller de Figma à du code, d'avoir un résultat quasiment 80% bon en un clic. Wow. Bon, alors, faut donner le contexte à la machine, c'est-à-dire que si on a une maquette qui est un peu bordélique et qu'on n'a pas de système de conception en place derrière côté code, ça va aller plus lentement. Mais pour des équipes qui sont déjà très matures sur leur façon de fonctionner dans les outils design et qui ont déjà ce système de conception, ce design system en place côté design et côté code, le gain de productivité va être phénoménal. Je pense qu'effectivement, les rôles vont changer un petit peu. Ouais, vas-y. Oui, les rôles changent. Les rôles ne changent pas nécessairement juste pour les designers. On parle de vibe coding de plus en plus dans l'industrie où on voit des gens être capables de faire des applications pas parfaites, mais qui sont capables de mettre en marché des applications sur le web basées sur ou à l'aide de l'IA. On est un peu dans cette mouvance-là où, à la limite, même avec un outil comme Figma, on peut aller assez loin qu'on peut se passer d'un développeur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui remet la vie ou la vie professionnelle des développeurs tout à fait. Mais je pense qu'on a à peu près les mêmes questions entre développeurs et designers, on a les mêmes questions existentielles. On se ressemble là-dessus, oui. Et les réponses se ressemblent, c'est ça qui est assez chouette. Je pense que les réponses se ressemblent. Et je pense de la même façon, si je reviens sur l'expérience des designers, je disais tout à l'heure, je suis pas sûre qu'il fasse forcément, qu'il faille avoir peur du fait que des nouvelles personnes rentrent, on va dire, que le niveau d'entrée s'abaisse et que de nouvelles personnes puissent rentrer. Parce que je pense que si jamais on le subit pas, et au contraire, on prend un petit peu la charge de ces outils-là en se disant c'est un outil designer, venez, je vous fais rentrer dedans et je vous aide à rentrer dedans, ça peut devenir de très, très bons alliés. Et de toute façon, les meilleures organisations aujourd'hui, c'est celles qui ont démocratisé la culture design. C'est pas celles qui gatekeep la culture design. Donc, à un moment donné, il faut travailler ensemble. Et je pense que pour les développeurs, il y a un petit peu de ça aussi. Il y a de la sensibilisation sur les problématiques dev à faire pour justement arriver à valoriser le travail. Et oui, certes, on peut rentrer. Je pense que donner de l'empathie aux gens en leur
mettant un petit peu le doigt dans les outils peut nous aider aussi à long terme à mieux comprendre les limitations et justement la valeur qu'on va pouvoir apporter dessus. Et après, on revient sur qu'est-ce qui nous différencie. Le design, je pense, et la qualité du design, et je mets pas la qualité du design que dans les mains des designers, je la mets aussi dans la main des développeurs sur l'exécution, c'est ça qui va différencier. Oui. Ce qui est intéressant, je discutais l'autre jour avec quelqu'un, je pense que c'est très dur de prédire où est-ce qu'on va technologiquement, parce que les choses vont très vite. Et donc, c'est très difficile de dire, de toute façon, l'IA remplacera jamais tel workflow ou telle personne. Très difficile à dire. Par contre, je suis à peu près convaincue, mais rendez-vous dans 4, 5, 10 ans, je suis à peu près convaincue que l'IA ne fera jamais un rebranding de A à Z. Je suis convaincue que l'IA fera peut-être tous les morceaux individuellement et que quelqu'un les connectera ensemble. Donc, je pense qu'elle sera dans le processus de A à Z, mais toute seule, elle ne pilotera pas un rebranding de A à Z, par exemple. Des gros sujets macro comme ça où il faut à la fois un mélange de vision stratégique, de vision créative, d'alignement des parties prenantes et derrière de rollout d'exécution avec une réflexion très systémique et une intégration technique très aboutie. Il y a plein de morceaux dans ce processus qui peuvent être augmentés à l'IA. Orchestrer tout ça et le faire de A à Z, ça va rester des processus très humains fondamentalement. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Je pense que le designer est avant tout un médiateur de tous les corps de métier qui sont dans le numérique. Et ça, on a tendance parfois à l'oublier. Et c'est là où on a tort de dire on n'est qu'un designer, on ne fait que de la maquette. Non, on est la personne qui parle au C-level, on est la personne qui parle aux clients, on est la personne qui parle aux développeurs aussi en théorie. On force tout le monde à se parler. Et ce qu'on fait et ce qu'on design, mais c'est la totalité des pensées de tout le monde aussi, là. Tout à fait. Et je pense que, j'invite vraiment les designers qui nous écoutent, s'il y en a, à mettre la main dans les outils, ne pas avoir peur des outils. Au contraire, c'est comme ça qu'on va se valoriser au maximum. C'est en étant ceux qui portent ces outils et qui viennent amener d'autres gens que les designers dans les outils. Si on contrôle le processus et qu'on montre la valeur que ça va avoir, si on prend, on va dire, on crée la forme de ces processus de demain, tout le monde est content. On reste dans ce qu'on fait de mieux, voire on élève nos propres skills et on fait rentrer d'autres gens. On arrive à démocratiser la culture design en interne. Je pense que pour ceux qui vont arriver à faire bien, à bien prendre le tournant, ça va être très puissant. Mais il faut prendre le tournant. Il ne faut pas avoir peur de le prendre. Le tournant humain, le tournant d'être capable de parler aux gens, etc. Oui, je pense qu'effectivement, c'est le futur. Alexia, merci vraiment beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était très agréable. C'est toujours très agréable de te parler. Toi aussi. Merci. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités et puis merci à mes collègues, Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. C'était fort apprécié. Et puis merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Toujours un plaisir de passer ce bout de journée avec vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous êtes du rendez-vous de 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.